Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et c'est au coin du feu que je retrouve mon acolyte de toujours, Cook. Salut à tous. Pour un épisode, premier épisode qui sort un petit peu de la littérature, hein. On est d'accord, on l'avait annoncé, donc ça y est, on s'y colle. Ouais, et puis on a choisi un truc un peu facile entre guillemets, mais pas tant que ça. Non, l'exercice a été peut-être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, est-ce qu'on va parler de jeux vidéo ? Enfin, il y aura beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo et les liens avec la fantasy, la science-fiction, enfin l'imaginaire en général. Et je pense que ça va se ressentir dans nos tops. Enfin, je sais pas pour le tien, parce qu'on les a gardés secrets alors. Si. Alors, au début, je me suis dit, je vais essayer d'orienter un petit peu mon choix sur tout ce qui est imaginaire et tout ça, mais je me suis rendu compte au final que tout ce que j'avais mis dedans tapait de près ou de loin de la SF, de la fantasy, des machins comme ça, quoi. Donc ça n'a pas été compliqué. Bah moi, il y a que ça. Ouais, voilà. Il y a que ça en fait. Là, je viens de me rendre compte, ouais, il y a que des univers fictifs. Mais ça s'explique aussi, on aura peut-être l'occasion de revenir un peu dessus après, par les critères que j'ai choisis pour sélectionner les jeux. Ah. Mais globalement, de toute façon, oui, dans les jeux vidéo, on a souvent des univers inventés. Et en général, quand on est dans notre propre monde, il est souvent assez altéré aussi. Donc finalement, on est toujours plus ou moins dans l'imaginaire. Je pense oui, c'est ça. Les jeux qui sont peut-être les plus proches de notre monde, c'est peut-être les jeux de sport, tu vois, de voiture, de jeux de basket, de foot. Ça, c'est clairement ancré dans notre monde. Mais, tu vois, je pensais par exemple aux jeux qui reviennent sur l'histoire, que ce soit des Total War ou des Call of Duty. On est toujours dans une perspective fictive quand même de notre propre monde. Tu vois, ça reflète pas complètement la réalité, même si ça essaye de s'en rapprocher plus ou moins suivant les titres. C'est sûr. Donc nous, on va faire classique, hein, on va faire dans la science-fiction, la fantasy et tout ça. Ouais, sans se forcer d'ailleurs. Non, sans se forcer, ouais, c'est clair. Donc, écoute, je pense qu'on va carrément démarrer en fait. Ouais, ok. Peut-être avant, toi, t'as pris des critères autres que tes 10 jeux préférés ou t'as vraiment juste pris tes jeux puis t'as sélectionné dedans ce qui te paraissait le plus... Parce que tu préfères. Ouais, parce que moi je suis un vieux joueur, hein, avec mes vieux jours. Donc non, je suis remonté en fait vraiment à la toute base de ce que j'aimais et par quoi les jeux par lesquels j'ai commencé en fait. Et naturellement, comme je disais en début d'émission, ça a été toujours, le même cheminement. C'est-à-dire que moi, tu parlais des jeux de sport, les jeux de sport non. Par exemple, ça n'a jamais été mon truc. Les jeux de bagnole non plus. Donc les critères, ils ont été vite faits. Hein. C'est vrai, hein. J'ai pris les jeux que j'aimais et au final, j'ai fait un top dessus. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors moi, je t'en ai parlé avant qu'on lance l'émission. Moi, j'ai été un gros joueur de LAN à la base. Enfin, à la base. Ouais. J'ai joué un peu en solo quand j'étais petit, que j'avais pas trop de potes chez qui se retrouver pour jouer avec des ordinateurs branchés et tout. Mais dès que je suis arrivé à l'adolescence, j'ai surtout joué en LAN, en multijoueur. Et ça me paraissait pas forcément pertinent de parler de ces jeux que j'ai saignés sur les ladders, etc. Parce que de 1, c'était pas forcément mes jeux préférés, puisque je jouais avec des potes. Donc il y a des périodes où j'ai joué à des jeux que j'aimais moins, mais pour jouer avec mes potes, je m'investissais, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais j'aimais bien le fait de jouer avec mes potes quand même. Hein. C'était pas forcément de la torture. J'imagine. Mais c'était pas les jeux vers lesquels je serais allé naturellement, quoi. Et donc j'ai choisi moi des jeux où il y avait quand même un scénario, une histoire et qui m'ont marqué du point de vue peut-être plus artistique que du gameplay parfois. Moi je fais vraiment la différence. Je trouve que très souvent le jeu vidéo se plante sur le côté artistique et que c'est vraiment le gameplay qui me fait tenir. Donc là j'ai pris des jeux qui, si c'était pas des œuvres de vidéoludiques, pourraient me plaire de par l'ambiance, l'histoire, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Okay. Et tu vois, à contrario, dans mon top, c'est vrai qu'il y a des jeux multijoueurs. Et par contre, moi, je les aime bien. C'est aussi pour ça que je les ai mis dans mon top. C'est-à-dire que ça s'arrête pas simplement à soit jouer avec des potes, soit jouer contre des personnes que je connais pas. Mais l'univers, tout ça me parle vraiment. Et c'est des jeux auxquels j'aime vraiment jouer parce que ça me transporte vraiment dans un autre... soit en pleine guerre, soit en pleine histoire, soit... Ouais. Mais bon, on y reviendra. Typiquement, là, pour donner un exemple, pour vous faire une idée, j'avais hésité à mettre un Unreal Tournament, soit le 2000 ou le 2004, sur lesquels j'ai énormément joué. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'affection avec l'univers d'Unreal, ni... les souvenirs que je me remémore quand je pense à Unreal,
C'est le plaisir d'améliorer mon jeu, de battre des gens que j'arrivais pas à battre avant, de réussir à faire certaines techniques qui mettent du temps à apprendre, connaître les maps, etc. C'est-à-dire que si tu me remets devant Unreal maintenant, je vais être super content et ça va me faire plaisir de jouer. Mais dès qu'on va éteindre, bah à part si on parle technique, tactique, j'en ai plus rien à foutre, quoi. C'est parce que bah après. Et pourtant c'est parmi du bourrinage en même temps, quoi. C'est parmi mes jeux préférés. Tu vois, si je devais faire un top de but en blanc, il serait très certainement dans les 3-4 premiers, quoi. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est le plaisir vraiment du jeu en tant que tel et pas spécifiquement de l'œuvre artistique, tu vois. Ouais, d'accord. Eh ben écoute, en 10e position pour ma part, ce sera Mass Effect Andromeda sur PS4. Donc, alors... je sais pas si ça te parle. Ça commence mal. Je supporte pas Mass Effect. Vas-y, vends-moi du rêve. Comme beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, c'est vrai que c'est des jeux qui sont souvent critiqués, et il y a juste titre, hein, parce que concrètement, il y a des bugs, il y a des machins comme ça. Je vais en parler à un autre moment, c'est le fait qu'on appelle ça un jeu de rôle, alors que ça n'a rien d'un jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle en jeu vidéo, c'est pas possible. C'est antinomique, en fait. Il faudrait une autre nomenclature. Alors ça y est, tu commences alors, ça y est. T'attaques là. Ah ouais, d'accord, ok. Le mec, il est pas chiant déjà. Non. En fait, je suis un très gros rôliste papier. Et je retrouve rien de ce que j'aime dans le jeu de rôle papier, dans les jeux de rôle virtuels. Tu vois, pour moi, il y a rien qui fait le sel du jeu de rôle. Sûr. Ce qui veut pas dire que les jeux sont mauvais, hein. Attention. Mais c'est pas des jeux de rôle. Et comme on a tendance à vendre le côté roleplay, je trouve que c'est jamais un bon argument pour ces jeux-là, tu vois. Si moi je devais les noter à ce niveau-là, je mettrais toujours 0. Ils ont d'autres qualités, mais pas celles d'être des jeux de rôle, quoi. Et ben je suis désolé, mais sur beaucoup de ma liste, il va y en avoir des jeux où j'appelle ça des RPG et merde. Voilà. Tu vas pas commencer. Donc c'est un action RPG, n'est-ce pas, sorti en 2017 chez Electronic Arts et développé par BioWare. Donc BioWare, je vais en parler encore parce que bon il y a quand même des jeux qu'ils ont fait qui sont vraiment très bien. Et c'est quoi, j'en ai un aussi. Et c'est un jeu de rôle. Ah, bah voilà, tu vois, sois pas si fermé. Je suis pas si fermé, mais je préfère mettre les points sur les i, tu vois. Ah, mais ça, je sais, je commence à te connaître. Donc, au niveau du pitch, pas bien compliqué, hein, là-dessus, c'est vrai qu'on va devoir se mettre en quête d'un nouveau monde pour abriter l'humanité, je schématise. Et pour ça, donc, on va vaquer de mission en mission, de planète en planète, et recruter des nouvelles têtes pour gonfler notre équipe. Donc, c'est vraiment un truc qui se place dans la pure tradition entre guillemets des RPG, pardon, excuse-moi du terme. Et donc en fait on va avoir un arsenal d'armes, d'armures et de persos classiques qu'on va recruter dans notre équipage. On a un vaisseau et tout ça, donc c'est du Planet Opera à la 3e personne, et ça je précise que c'est un truc qui joue bien malgré que ce soit à la manette, parce que moi personnellement les jeux de tir à la manette je suis une véritable quiche. Donc c'est pour ça que généralement je joue beaucoup plus sur PC à ce genre de truc, mais là c'est gérable. Et au niveau des graphismes, concrètement, c'est vraiment beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça beau, même si le jeu commence à dater. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de contenu. Énormément. Donc, il y a beaucoup d'heures de jeu, pardon. Et que ce soit au niveau des... comment on appelle ça ? Des cosmétiques aussi, c'est pareil. Donc, voilà, pour la personne qui aime bien aller chercher, aller fouiller, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment cool. En tout cas, assez cool pour apparaître en 10e position de mon top. Voilà. Alors que pour moi, c'est dans ma 10e position des trucs cauchemardesques dans les jeux vidéo. J'imagine. Tout ce que tu m'as dit là, c'était genre, mais c'est que des points négatifs. C'est long, faut chercher des trucs. C'est ça. Mais c'est pour ça, pardon, que ça va être intéressant. C'est que je pense que notre top va être vraiment à l'opposé. Alors, moi, j'ai quelques questions pour toi quand même, parce qu'on essaye de. C'est pas bêtement des listes hein, comme ça, faut qu'on discute un peu. Vas-y. Justement sur l'aspect univers, est-ce que c'est un univers que tu suis depuis le 1, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un élément qui pour toi est important dans Mass Effect, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens qui aiment Mass Effect parlent du jeu, c'est l'univers, les personnages. Ouais. Voilà, est-ce que toi c'est vraiment un truc qui t'a accroché dedans, ou c'est plus l'aspect le côté bac à sable d'Andromeda qui te plaît en fait? Je connaissais pas du tout. Je l'ai pris parce qu'il est en promo, à un prix intéressant, et je me suis dit que j'avais envie. C'était pendant le premier confinement d'ailleurs, et j'avais besoin de jouer. Il y avait des promos de ouf. Je suis tombé là-dessus. Je me dis tiens,
un truc un peu SF, et voilà. Et non, le monde m'a vraiment bien branché, donc il me semble que ça se rapproche quand même vachement de ce qui s'est fait avant. Je peux pas le confirmer parce que c'est vrai que les Mass Effect, j'avais fait le premier parce qu'on me l'avait offert, mais ça remonte à très très loin. Mais en tout cas, le monde, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool, hein, de se balader de planète en planète avec du coup des univers différents sur chaque planète. Moi ça m'a plu en tout cas. Ok. Alors moi j'y toucherai jamais, hein, parce que déjà les Mass Effect de base, j'ai commencé le 1, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Enfin, l'univers me parle pas du tout ce côté vraiment Artians, mais mélangé à des espèces de propos sociaux, etc., que je trouve marche pas du tout. Enfin, c'est pas assez étoffé et en même temps pas assez superficiel pour fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un entre-deux qui fonctionne pas chez moi. Mais le Andromeda est peut-être différent à ce niveau-là, justement parce que il s'étale sur des choses, enfin, sur un univers plus large et le postulat de base est un peu différent. Tu vois, c'est la survie de l'humanité. Donc, peut-être. Ouais, non, je peux pas te répondre parce que la recherche d'une nouvelle planète et pas juste la survie et la défense dans un contexte très précis avec des races très balisées. Enfin, tu vois, il y a vraiment chacun son caractère, etc. En fait, ouais, il y a dans l'absolu, ça pourrait être super intéressant, je pense. Et ça l'est, hein, parce qu'il y a quand même, c'est un jeu qui a plu à beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est trop. C'est de la tarte à la crème, si tu veux. Il y a tout ce que j'attends à ce qui est, et moi j'aime bien être surpris. Donc là, comme je suis jamais surpris, bah je m'emmerde et puis. Ouais. Non, pas vraiment, non. C'est vrai que tu sais dans quoi tu mets les pieds, hein. Ça c'est sûr. Au bout de 2-3 quêtes, j'ai fait bon, ok, j'ai compris. Le gunfight est même pas spécialement. Moi, je suis un amateur de Unreal, Quake, etc. Donc quand tu mets ça d'entre les mains, j'ai envie de pleurer, quoi. Tu vois, c'est pas le même. Ouais, on est bien d'accord, ouais. Et mon 10e. On va rester dans les univers que j'aime pas trop, mais pour le coup, c'est un jeu que j'adore. Et ce sera le seul jeu où je parlerai du multijoueur. Et là, ça va faire bondir des gens parce qu'il est plutôt réputé pour son solo. C'est le premier Half-Life, qui est publié par Sierra et développé par Valve. Je crois que c'est leur premier jeu d'ailleurs à Valve. Première grosse sortie. Et j'ai noté, il date de novembre 98. Et donc j'avais 6 ans à cette époque-là, et je me souviens avoir vu mon père y jouer. Et ça me faisait trop peur pour que j'y joue tout seul, et d'ailleurs je pense qu'il m'aurait pas laissé jouer. Et à l'époque c'était sur un disque gravé, figure-toi. Ah mais d'accord, ok. Et je parlais de Quake, en fait il a été fait sur le moteur de Quake de l'époque. Donc je me demande si c'est pas Quake 3, comme ça. Je sais plus. Ouais, possible. C'est peut-être même un peu tôt pour Quake 3, je sais plus. En tout cas, Half-Life, tu commences avec un gros morcif, hein, parce que c'est vrai que maintenant, avec le recul, il nous paraît peut-être un petit peu dépassé, mais il a ouvert quand même la porte à pas mal de choses. Ouais, bah, je vais y venir. Déjà, dans les influences du jeu, les développeurs citent The Mist de Stephen King. Je trouve ça assez intéressant de citer un livre comme ça d'un auteur qui fait pas spécialement de l'action. Tu vois, on est vraiment sur une ambiance, et Half-Life, c'est ça en priorité, quoi. C'est une ambiance. Que moi j'aime pas trop parce que tu vois le mélange laboratoire, gadou, espèce de produits radioactifs, je sais pas quoi, ça me donne mal au crâne direct. Je supporte pas ça. Enfin, je trouve que ça donne pas des ambiances sympas à explorer. Après, dans le cadre du jeu, c'est logique avec le scénario, etc. Mais enfin, tu me mets ça de but en blanc, j'ai pas envie d'y jouer, hein, clairement. Moi, il me faut des couleurs flash, il me faut ou des univers un peu plus intrigants, on va dire. Et le solo, il est bien réputé. Alors ça, il faut savoir que je l'ai jamais fait, moi, le solo. Par contre, je le connais par cœur parce que mon frangin le speedrunné, entre guillemets. Mais bon, il était capable de le finir en moins d'une journée, si tu veux, en 3-4 heures, c'était torché, quoi. Peut-être même moins. Et donc je l'ai beaucoup vu, ce jeu. Donc je peux vous dire, si vous savez piloter, je peux vous dire quoi faire. Coach en speedrun, bravo. Ouais, moi aussi, je crois que je suis allé jusqu'à la moitié. Moi, après, ça m'a gavé. Donc je connais quand même le solo, mais clairement, moi, ce qui m'a plu, c'est le multijoueur qui à ce jour est l'un, si ce n'est le meilleur FPS multijoueur que je connaisse, toute génération confondue. Les maps sont hyper intéressantes, les armes aussi. Il y a du mind game en plus de demander des compétences de skill, tu vois, pour fraguer ses adversaires et tout. Donc vraiment un délice.
Et j'ai découvert, en faisant la recherche, qu'il y avait une signification avec les titres de Half-Life et de ses extensions. D'accord. Ça renvoie à des termes scientifiques. Alors Half-Life, ça fait référence à la demi-vie, qui est le temps nécessaire pour qu'un élément radioactif perde la moitié de son activité par désintégration naturelle. Bah, d'accord, ok, ouais, bah, ça colle avec le truc en même temps. Et le signe alpha, bah, c'est ça, quoi. C'est d'accord, Half-Life. ok. Et les suites aussi, il y a un sens à tout ça, en fait, qui se répond en plus entre les jeux, c'est assez rigolo. Mm-hmm. Et à noter que Half-Life a quand même lancé pas mal de jeux qui sont très connus aujourd'hui, puisque c'est là-dessus qu'ont été développés les modes Counter-Strike, Day of Defeat et Team Fortress. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était la bonne époque, hein. Ouais. Et bah, j'aurais pu mettre Counter-Strike 1.6. Oui, ça aurait été pareil, en fait. Hein. Dans mes jeux préférés, mais bon. Enfin, là, pour le coup, j'ai vraiment joué que en LAN, quoi. D'accord. Voilà, ben, ça commence bien. D'accord, ok. Bon, bah, 9ème position, pour moi, ce sera StarCraft 2 sur PC. Ah, bah, si j'ai failli le mettre. Ah, bah voilà. On parlait tout à l'heure de jeux, donc, avec... jouer en multi avec des campagnes solo. Donc, les campagnes solo, je les ai faites, et c'est vrai que l'histoire, je l'ai trouvée quand même assez prenante. Ça, y a pas... on est sur de la grosse SF, où ça relate les guerres, en fait, entre toutes les races, pour le contrôle d'une zone de la galaxie. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu en lui-même, hein, c'est un RTS, donc ça joue pas spécialement sur les graphismes et tout ça, mais ça met vraiment le côté multijoueur en avant, et ça par contre, voilà, pour la personne qui veut apprendre à jouer vraiment clairement à StarCraft 2, les builds et tout ça, c'est vraiment un jeu de tryharder en fait, hein. Et donc chaque race se compose de systèmes et de mécaniques de jeu différentes. Et bon, après il faut faire une choix entre les races. C'est vraiment très difficile de maîtriser toutes les races, à part si on joue énormément. Et voilà, pas grand chose à dire, hein. C'est vrai que le scénar est bien, mais le multi est mieux encore. Parce que du coup c'est vraiment un jeu qui te pousse à apprendre de tes erreurs, un peu comme un de mes jeux top 3 dont on reparlera. Et j'aime bien ce genre de jeu qui te pousse vraiment à te concentrer sur ce que tu fais, à essayer d'apprendre des choses, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de... parce qu'aussi il faut savoir garder son calme, hein, dans ce genre de jeu. Je veux dire, tu fais une connerie, si tu paniques, t'es mort, hein, la partie est perdue. Donc voilà, moi c'est vraiment des jeux qui sont très exigeants, que j'aime bien. Et en plus de ça, il y a nostalgie, parce que c'est vrai que moi j'ai connu le tout premier StarCraft, et pareil, je l'avais poncé en multi. Et voilà, je pense qu'il y a un gros côté nostalgie là-dessus, voilà, tout simplement. T'avais un petit niveau sur le 1 ou pas ? Petit, ouais, carrément, ouais. En fait, je jouais et je côtoyais des potes qui, eux, étaient bien classés, hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu la volonté de me dire, je pousse le vice jusque-là, à y passer trop de temps non plus, parce que c'est vraiment des jeux extrêmement chronophages, hein. Et d'autant plus maintenant, avec la vie de famille, le boulot, tout ça, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. J'ai essayé de m'y remettre sérieusement il y a quelques temps de ça, mais je me suis aperçu que j'avais pas le temps. Et donc je me fais une partie de temps en temps, je continue les campagnes et les machins comme ça. Je me charge une map avec un pote, de temps en temps une petite partie sur le net, et puis voilà. Parce que du coup ils ont développé pas mal de... Il n'y a pas simplement du 1v1, du 2v2, c'est-à-dire que maintenant tu peux te mettre avec un allié et faire une mission de la campagne solo. Et ça c'est super intéressant, si tu veux faire une petite partie un peu chill, sans vraiment te prendre la tête, tu joues contre l'IA, ça va très bien. Ouais, écoute, moi StarCraft 2 je l'ai pas mal poncé, surtout quand le 1 était sorti, parce que ça a été divisé en 3 jeux en fait. Ouais, c'est ça, il y a 3 extensions, une pour chaque race. Ouais. Alors moi j'ai adoré Wings of Liberty. Et donc ça c'est la campagne Terran, hein. Je leur parlerai de Blizzard et des jeux multijoueurs, parce qu'il y en a dans mon top 3. Et clairement, moi, comme tu dis, hein, j'adore ce jeu en multijoueur. Pareil, j'ai passé sur le 1 plutôt aussi pas mal de temps en LAN. C'est vraiment génial, quoi. Si t'as le temps de t'y mettre un petit peu et de jouer avec des gens qui ont ton niveau, c'est hyper intéressant. Carrément, ouais. Et pour le coup, je l'ai pas mis dans le top parce que j'aurais pu mettre Wings of Liberty dans le top, mais les deux suivants. Ouais. Donc c'est Hearts of the Swarm et Legacy of the Void, je crois. C'est ça. Je les ai pas trouvés très bons, les campagnes. Enfin, j'ai pas trouvé les campagnes très bonnes. Là, Wings of Liberty, je l'ai recommencé 5-6 fois, vraiment avec plaisir.
j'ai trouvé que par la suite, l'écriture était quand même beaucoup moins bonne que dans le premier épisode. D'accord. Et c'est ça qui m'a fait dire je le mets pas dans le top parce que je l'ai pris comme un ensemble et pas juste comme un jeu, tu vois. Pour moi, c'est l'ensemble Starcraft 2, c'est la trilogie. Et si ça n'a rien à voir avec une race en particulier ou quoi que ce soit en fait. Ça aurait été parfait, quoi. D'accord, ok. Je trouve que la suite, c'est vraiment perdu dans des considérations qui. Alors que moi, la campagne Zerg, c'est celle que j'ai terminée en premier. Bah, la campagne Zerg, elle a des mécaniques intéressantes, etc. Mais le personnage de Kerrigan, parce que ce qu'il y a de fort dans Starcraft, c'est les personnages. Hein. L'univers en lui-même, il est cool, mais il est assez classique. Oui, c'est de la SF relativement classique. Mais très bien foutu, hein, par contre. C'est vraiment sympa de suivre ça. L'histoire du 1 était peut-être meilleure, en tout cas mieux racontée. Et le 2, je trouve qu'il y avait, dans le Wings of Liberty, il y avait ce côté qu'il y avait dans Starcraft 1, qui se perd en fait dès Hearth of the Swarm, et le personnage de Kerrigan perd toute consistance à partir de ce moment-là, j'ai l'impression. Et comme c'est un personnage central, bah, tout le reste devient un peu bouillasse, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu vois alors que moi, c'est à l'inverse, Kerrigan, c'est vraiment un de mes persos préférés. D'ailleurs, j'ai appelé mon chat comme ça. C'est ce que je dis, c'est Kerrigan, moi, j'adorais ce personnage jusqu'au début d'Hearth of the Swarm. Tu vois. Ouais, d'accord, ok. Parce que les sacrifices, tout ça, parce que mine de rien, il y a quand même des thèmes. Il y a quand même une petite histoire d'amour avec Raynor. Comment il s'appelle ? Jim Raynor. Avec Raynor. Et donc, du coup, peut-être pas spoil. Mais voilà, j'adorais ce personnage juste pour ça, pour le sacrifice qu'elle fait. Ouais, mais si tu veux, ça aurait été plus fort si c'est le joueur qui faisait les choix de ce qu'il sacrifiait ou non, et que ça modifiait ton évolution dans le jeu. Là, quoi que tu fasses, la chose continue et t'as aucun impact sur ses décisions. Tu vois, c'est un peu parce dommage, que c'est très scripté en fait à la base. C'est pas le genre de jeu fait pour prendre des décisions. Oui et non, parce que tu vois, du point de vue tactique et même les choix que tu fais dans le sein des missions peuvent influencer sur ce qui se passe après. Mais Kerrigan, et d'ailleurs à la base, pendant le développement, il était sous-entendu que on aurait pu faire des choix. En gros, Kerrigan, elle évolue entre deux races pour rester un peu vague. Et en fait, là, on te donne pas le choix de choisir un camp ou l'autre. C'est de toute façon, ça va se passer comme ça doit se passer. Et ça enlève tout le dramatique de la situation. Tu vois, moi, il y a un moment, j'ai fait, ok, j'ai compris, en fait, je ferai jamais comme je pensais faire, où il y a rien qui m'oblige. Enfin, comment dire, de toute façon, les choix, c'est pas moi qui les fais, donc je me désintéresse, tu vois, j'ai plus d'implication dans le personnage. Ouais, je vois, ouais, t'as pas accepté le côté scripté du jeu, en fait. Non, encore, on l'aurait dit dès le départ, j'aurais fait, ok, bon, dommage, mais là, au départ, t'as l'impression que tu vas pouvoir choisir, et à la base, on aurait pu choisir. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont décidé d'enlever cette possibilité dans le jeu. D'enlever ça, ouais. Qui aurait rendu la Source de Swarm juste grandiose. Mais non. Et là où je te rejoins, c'est que ça fait partie des univers de SF dans le jeu vidéo qui sont plaisants, je trouve, à suivre, et tu t'impliques en fait dans l'histoire. Oui, c'est ça, exactement. Contrairement à un Mass Effect. C'est bon, on va l'oublier celui-là. Parce que c'est mieux écrit, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Alors moi en 9, j'ai mis de la SF aussi. Il y a un jeu, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui y a joué, c'est les Chroniques de Riddick, Escape from Butcher Bay. Donc c'est édité par Vivendi Games, c'est développé par Stasbray Studio. Et il y a Vin Diesel double Riddick dans le jeu vidéo. Je suis désolé, ça me fait rire. Mais non, ça se trouve... Oui, vas-y, je t'écoute, pardon. Donc c'est un FPS d'infiltration, mais il y a un moment tu peux commencer à être un peu bourrin, mais c'est plutôt infiltration, c'est-à-dire que Baboulinet, il casse pas des bouches comme ça, comme il veut, n'importe quand. On meurt assez vite dans le jeu si on fait pas attention. Il y a tout un délire avec la vision nocturne en fait, on apprend comment il obtient ces espèces de lunettes là qui lui permettent de voir dans le noir. En fait, c'est tout ce qui s'est passé avant qu'il s'échappe et qu'on soit dans le premier film. Du coup, parce que les Chroniques de Riddick, c'est d'abord une série de films. Donc, le premier Pitch Black, le premier, non, c'est ça. Je vous conseille d'aller voir, qui est vraiment cool. Et on apprend comment en fait Riddick s'échappe de Butcher Bay. C'était pas simple, c'est pas rigolo. J'imagine bien, ouais. En gros, le jeu se divise en zones, et chaque zone est un puzzle qu'on doit résoudre pour avancer. Donc avec l'élimination de gardes, de systèmes de sécurité, etc. Et c'était vraiment, vraiment bien foutu. Il y a vraiment des parties assez stressantes, l'univers est très bien rendu.
On est dans les tons cracra, grisâtres et tout de Half-Life, mais avec une pression en plus qui fait que ça m'a un peu plus impliqué justement, parce que t'as pas envie de te faire choper, t'as envie de trouver le meilleur moyen pour passer certains obstacles, etc. Il y a eu une extension dont j'ai oublié le nom, qui était que je trouvais moins bien en fait, intéressante mais moins bien, donc je l'ajoute pas là, je prends vraiment que le premier, Chronique de Riddick. Et voilà, c'était plutôt cool. D'accord. T'as un bon vide diesel, là je t'avoue je m'y attendais pas. Hein. Ah ouais, tu sais surprendre ton public toi. Hein. Ah, mais le jeu est vraiment super cool. L'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa d'avoir un prélude cross-platform, quoi. Si tu veux, faut que tu joues aux jeux vidéo pour savoir comment ça s'est passé. Et je pense que s'il l'avait raconté dans un film, ça aurait été moins bien pour le coup. Bah tu sais quoi, j'irai voir un petit let's play. Ça se finit en 5-6 heures. Hein. Non, je dis des conneries, ouais, j'ai de 20 heures pour le faire. C'est pas comme si j'avais d'autres jeux à jouer, mais bon. Ah mais lui, il est dans mon top. Ouais, c'est vrai. Bon, 8ème position pour moi, et là je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce qu'il me semble qu'on a déjà parlé de ce jeu, et c'est un autre jeu BioWare qui est sorti en 2002, et c'est Neverwinter Nights sur PC. Ah merde, moi je l'ai mis très haut. Ah bah voilà. Donc là on est dans la fantasy pure et dure. Hein, c'est Donjons et Dragons, hein, c'est les royaumes oubliés. Voilà, c'est ça. Donc on a la création de personnages qui peut durer déjà 20 heures. Hein, Ouais, mais alors je reviendrai sur le pourquoi du comment. Donc je vais pas trop m'attarder. Donc des classes à foison, des jets de dés. Et donc voilà. Alors l'histoire, je crois que j'en ai jamais eu vraiment grand chose à faire, parce que moi personnellement j'ai passé beaucoup d'heures de jeu, et je crois que c'est comme toi d'ailleurs, sur le mode de création de monde. Ah bah pas tant que ça, tu sais toi. Ah ouais, bon, écoute, moi ça a été... moi, mon cousin faisait des mondes sur des serveurs, et moi j'étais bêta-testeur, et après on accueillait les gens, et on faisait beaucoup de RP. Donc voilà, moi c'est un jeu, je pense que c'est un jeu nostalgie, pour moi, parce que du coup, l'ambiance de la taverne, celle des grottes et tout ça, les butées du Goblinours... voilà, moi ça restera toujours une petite partie de ma vie de gamer en fait, et j'ai trouvé vraiment l'immersion de ce jeu très 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 bonne. Ils ont fait de gros efforts, parce que c'est vrai que graphiquement il est pas top, on peut le dire. Hein. Ah bah même il a vraiment pas grand chose d'exceptionnel. Voilà, c'est pire, mais à l'époque il était déjà pas beau. C'est sûr, mais par contre, je trouve que ce soit les musiques, les bruitages et vraiment l'ambiance sonore, l'ambiance de tout le jeu en fait. Hein, quand la voix du perso qui fait ses incantations, ça me restera toujours, ça me fait marrer. Et voilà, moi personnellement, je l'ai mis dans mon top parce que je devais le mettre, ça pouvait pas être autrement. Et pour les personnes qui voudraient faire du rétro gaming, parce que là on est vraiment dans le rétro gaming hein, sur PC, c'est un jeu qui est facilement trouvable et pour pas cher avec ses deux ou trois extensions. Je me souviens plus. Il y en a 2. Et ouais, il y en a 2, ouais. Sachant que le jeu continue à être mis à jour, alors je sais pas si c'est BioWare qui fait ça, mais par la communauté en tout cas, et qu'il y a même des modes, des scénarios entiers, des campagnes faits par des joueurs qui ont été intégrés pour faciliter leur jouabilité dans le jeu. Enfin, c'est un jeu qui existe encore. C'est cool ça. Qui est vivant, quoi. Il y a encore une communauté très très forte dessus. Et voilà, moi je sais que c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, moi je retrouve quand même un petit truc dans l'ambiance des Annales d'Opale. Tu vois, le feu de camp, tout ça, le truc un peu forêt. J'aime beaucoup et je pense que ça me rappelle aussi ça. Dédé quoi. Hein. Voilà, exactement. Dédé. Ouais, moi je suis un gros fan des Royaumes oubliés, Donjons et Dragons, pas forcément tout, mais les Royaumes oubliés. C'est le même univers que Baldur's Gate, et d'ailleurs c'est la suite de Baldur's Gate en fait, Neverwinter Nights. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde qu'on dise ça, mais parce que les jeux sont très différents finalement. Oui, carrément même. Hein. Ne serait-ce que dans Neverwinter Nights, tu peux avoir qu'un compagnon d'armes, là où dans Baldur's Gate, t'en as 3, ton équipe. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, pour moi, ça c'est un point positif, parce que dans Baldur's Gate, c'est plus une plaie qu'une aide, hein, tes compagnons, faut le dire. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment aimé ce jeu, en fait. Je veux dire, la gestion d'équipe est un peu trop compliquée à mon goût. Et bon, c'est vrai que dans Neverwinter, t'y vas, allez hop, c'est parti. T'as ton petit familier, t'as ton pote qui te suit, puis tu vas casser de l'orque. J'appelle ça mon sac alternatif, mais... Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu péjoratif pour les sacs alternatifs. Ouais. Sachant qu'ils ont des histoires plutôt cool. Ouais. Bah écoute, moi j'ai beaucoup joué au solo, c'est un jeu que j'ai eu trop tôt. J'en parle maintenant, comme ça, ce sera fait. Mm-hmm.
que j'ai eu beaucoup trop tôt, donc il m'a fallu presque 10 ans pour le finir. C'est-à-dire que En effet. je relançais des parties, mais j'étais trop jeune en fait pour comprendre le jeu et j'allais pas bien loin. Et voilà, la difficulté était un peu trop corsée. Et c'est pendant des vacances, je pense que c'est au moment où je passais mon bac, je crois. Je me le suis mis pendant les vacances d'été et je l'ai fini. J'ai passé un mois dessus, je pense, à faire un peu le jeu, son extension. Enfin, j'ai vraiment retourné le jeu, quoi, pour le coup. Littéralement. Parce qu'en fait, contrairement à Baldur's Gate, ce qui fait que j'aime moins jouer à Baldur's Gate, c'est que c'est un jeu qui est très logique dans le sens où si tu builds comme il faut ton personnage, tu roules sur le jeu. Là où dans Baldur's Gate, t'as toujours un aspect chance, on va dire, tu vois, ton jet de dés a vraiment un impact. Là, Neverwinter Nights, il colle un peu plus avec, je crois qu'il s'était inspiré de 2.5 amélioré. Enfin, voilà, ils se sont servis en fait des livres de règles Donjons et Dragons, et ils ont modifié quelques trucs, ce qui fait qu'en fait le jeu est beaucoup plus orienté sur le médium vidéoludique que ce que n'était déjà Baldur's Gate, même s'il y avait déjà eu des ajustements, hein, évidemment. Et en gros, pour moi, c'est un jeu mathématique. Ouais. Neverwinter Nights, ce n'est que ça, c'est un jeu mathématique, et une fois que t'as compris les maths, là, tu peux plus perdre, entre guillemets. Enfin, il y a toujours des possibilités, mais globalement, c'est ça, et c'est ça qui m'a plu, en fait, c'est de comprendre comment casser le jeu. Et c'est là où je reviens sur la création de personnages, c'est que contrairement à la plupart des jeux de rôle, c'était surtout vrai aujourd'hui, mais avant c'était moins le cas, et aujourd'hui c'est assez vrai, tu passes beaucoup de temps à personnaliser ton personnage, c'est ça. Pas tellement de temps que ça à chercher les stats, comprendre ce que fait chaque compétence. Il y a quelque chose d'assez fluide et logique maintenant quand tu fais ton personnage, quand tu prends tes compétences, tout a l'air à peu près carré. Neverwinter Nights, c'était à l'époque, il n'y avait pas 40 jeux de rôle et pas 40 jeux de rôle comme celui-là en fait. Ouais, c'est sûr. Il te demandait énormément d'aller fouiller sur si je prends ça, qu'est-ce que je peux prendre après, quelles caractéristiques je dois monter, quelles compétences liées je vais devoir avoir pour pouvoir débloquer mon don qui permet de... Enfin voilà, vraiment le... Stratégie, en fait, quoi. Avant de jouer au jeu, il faut lire toute la notice, tu fais ton plan de personnage avant de lancer le jeu, et après tu déroules. C'est comme ça qu'il faut y jouer. Et je sais pas si tu te souviens de la personnalisation de personnage, à quoi ça ressemble. Si, c'est rien du tout, quoi. Tu t'y passes même pas 2 minutes, quoi. T'en as rien à faire. Final, de toute façon, tout est tellement moche. C'est un peu même l'idée, pas la peine d'essayer, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'après, fallait prendre le temps de lire les descriptions, les machins et tout, c'est vrai que... Et si vous cherchez un univers très riche, je crois pas qu'il y ait beaucoup plus riche que ça, hein. Après, c'est vrai que l'histoire en soi, elle est pas hyper marquante. Les personnages, vu que c'est des gros polygones moches, bon, tu t'en fous un petit peu. Quoique, il y a quand même des personnages. Attends, fais gaffe à ce que tu dis, parce que dans mon top 1, mon premier jeu, on va parler de polygones aussi, hein. Ouais, je m'en doute. Attention, hein. Mais moi, j'ai des très bons souvenirs, notamment d'ambiance, plus que, comme tu dis, d'histoire, etc. J'ai des zones, en fait, qui me sont restées en tête, ou des quêtes aussi qui dans mon souvenir, étaient vraiment hyper intéressantes à suivre. Et je trouve qu'il a un côté beaucoup plus adulte que la plupart des jeux de rôle qui se veulent aujourd'hui adultes. Juste parce qu'il y a du sexe et de la violence, j'en ai déjà parlé, je pense. Où là, il y a vraiment un rapport, en fait, à l'apprentissage, à la connaissance, qui est lié, du coup, à la manière qu'on a d'y jouer, qui fait que, si t'es pas prêt à souffrir un peu pour y arriver, tu pourras jamais l'apprécier, ce jeu-là, quoi. C'était mon troisième. Bon, bah écoute, au moins ça c'est fait, hein. On reviendra pas dessus. Moi, mon 7ème. Donc... Attends, si j'ai pas dit mon 8ème du coup. Ah bon ? Ah bah, je t'en prie, vas-y. Donc moi, c'est Xenoclash, développé par Ace Team. C'est une équipe de 3 Chiliens en fait. D'accord. Je sais plus ce que c'est leur nom, mais Ace, c'est leurs initiales. En tout, ils étaient 7 pour le développement du jeu, mais leur studio, c'est E3, qui est sorti le 21 avril 2009. En gros, moi, mes jeux, ils vont de 98 à 2009. C'est 10 ans. C'est mon adolescence, à peu près. D'accord, ouais. Parce qu'avant, je jouais pas tant que ça, et après mon adolescence, j'ai plutôt arrêté de jouer, donc ça explique. Et ça, c'est un des derniers jeux que j'ai vraiment fini, un des derniers jeux solo que j'ai vraiment fini, que j'ai apprécié. Un univers qui est complètement absurde, mais qui est très logique par rapport à son propos.
qui parle d'énormément de choses. Si vous allez sur la page Wikipédia, vous avez une palanquée d'explications sur le symbolisme, etc. dans le jeu. Donc, je vais pas faire c'est cool ça. Ouais. Je vais pas avoir la prétention d'être exhaustif, mais ça mérite d'aller jeter un œil. C'est pas non plus trop de la branlette intellectuelle, hein. C'est entre les deux, quoi, comme j'aime bien. Mm-hmm. C'est un mélange de FPS, de jeu de combat 2D mais en 3D. Putain. En arène. C'est hyper perché avec... y a un armement un peu chelou, vous avez des phases de jeu complètement perchées qui... J'étais sûr que t'allais aller me chercher des jeux comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû m'en douter, mais je le savais. C'est très bariolé, ça parle de choses graves de manière complètement nonchalante, enfin j'adore quoi, faut aller y jouer quoi. Ok, moi je sais que j'irai voir ça, parce que c'est vrai que là, les deux jeux dont tu nous parles, jamais entendu parler pour l'instant. Hein. Xenoclash a été... tous ceux que j'ai cités jusque-là, ils ont eu des prix, hein. Les Chroniques de Riddick, pas sûr, mais... ouais. Mais Xenoclash, c'est un jeu indé en fait, ouais. Il a reçu pas mal de prix, etc. C'est un jeu qui a une très bonne réputation. J'ai pas fait le 2, parce que j'avais commencé à y jouer, puis il me paraissait beaucoup moins intuitif que le 1. Ils ont rajouté beaucoup de choses, et ça a pas mal alourdi le système. Et par contre, le 1, ouais, tu peux y aller les yeux fermés. Ok. Moi, j'irai jeter un œil. Bon, après, je suis mal placé pour te jeter la pierre, hein, parce que du coup, moi, c'est vrai que niveau vieux jeu, enfin, jeu tout moche, hein, moi, je suis un vieux gamer, je le répète, là, je vais vous parler d'un jeu de 94, c'est pas mon plus vieux, encore. D'ailleurs, les deux qui vont arriver, là, de mon côté, ça va être, je crois, les plus vieux dont je vais parler. Donc, là, en 6ème position, pour moi, ça sera La Légende de Thor, sur Mega Drive. Et c'est un des jeux qui m'a initié au RPG, n'est-ce pas, mon cher Cook? Et là, je pense qu'on a perdu la plupart des jeunes auditeurs. Hein. Mais bon, je sais ce que c'est. Ah, je c'est crois bien que je ça. l'ai vu en let's play entièrement. Mais par contre, les vieux restaient, parce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui arrivent, et c'est pas mal. Et donc, on incarne le prince Ali qui a découvert un bracelet magique, et qui lui permet d'invoquer des dieux liés à différents éléments. Et donc, il va partir à l'aventure pour retrouver le frère jumeau de ce bracelet, qui est un bracelet en argent, et qui cause la destruction de son monde. Donc, rien d'exceptionnel, hein, c'est un bon vieux RPG axé fantasy, du coup. Et on parcourt les terres du pays pour lutter contre le mal. Donc là, c'est vrai que y a pas. Au niveau du message, je vais pas m'étendre parce qu'il y a pas 50 000 trucs à dire. C'est simplement qu'il y a des phases d'énigmes aussi qui sont pas mal du tout. Il y a des phases de plateforme qui sont relativement chiantes parce que c'est vrai qu'à l'époque, les jeux, des fois, c'était pas évident de nous. C'était pas super intuitif pour arriver à repérer certains trucs sur le tableau. Donc on a des petites phases de réflexion qui sont sympas. C'est old school, mais les musiques aussi font énormément dans le jeu, et notamment là, on a affaire, alors je suis désolé pour son nom, à Yuko Kushiro, qui avait déjà bossé sur Street of Rage, Street of Rage qui possède peut-être les meilleures musiques d'arcade au monde, et Street of Rage 2 notamment. Donc pour les nostalgiques, et tout ça c'est trouvable sur Home Station. Pour ceux qui connaissent, pour les fanats de rétro gaming. Voilà, c'est trouvable sur internet. C'est vrai que le jeu est très beau, hein. Moi j'ai des très bons souvenirs des screenshots, etc. J'y ai pas joué. Et ce qui me fait marrer, c'est que ça s'appelle La Légende de Thor, alors que ça n'a aucun rapport avec... Aucun. De loin avec un quelconque Thor. Et d'ailleurs, le titre en VO, c'est Beyond Oasis. Et Oasis, donc c'est le monde. Oui, parce que du coup, Oasis, c'est le monde du prince Ali, et là, ça fait sens. Mais bon, je sais pas. Ouais, mais je sais que c'est un jeu qui a une bonne réputation aussi. Certainement pas pour rien. Ouais, exactement, ouais. Et tu sais quoi, on va rester dans le jeu de rôle action. Allez, vas-y, balance. Avec Legacy of Kain Blue Domain, donc le premier de Legacy of Kain, qui est certainement pas le préféré de beaucoup. Donc édité par Crystal Dynamics et développé par Silicon Knights en 97, que j'ai découvert beaucoup plus tard, pareil l'année du bac je crois, ou un peu avant, qui est vu du dessus, qui ressemble pas du tout à ses suites. Donc les Legacy of Kain, il y a donc les Soul River avec Radiel, et les une merveille ce jeu. C'est quand on joue Kain. Moi j'ai une grosse préférence pour quand on joue Kain, parce que Radiel il est cool, l'idée de l'univers en fait des Legacy of Kain est géniale. Enfin, c'est clair. Pour moi c'est la meilleure interprétation, adaptation du mythe du vampire
meilleur dans le sens où on sort vraiment du cadre, même si on garde beaucoup d'éléments, mais qui est vraiment tente quelque chose qui a jamais été fait. Et le premier Blue Domain, il a vraiment une ambiance poisseuse. Là, on est sur de la dark fantasy, mais fois 1000 quoi. Il y a vraiment aucun espoir. Kane, il veut se venger. Il est parti pour buter tout le monde, ses amis, ses ennemis. D'ailleurs, des amis, il en a pas des masses dans l'histoire, à part peut-être un vampire qui vit caché dans des marais. Je n'en dis pas plus. C'est bourré de secrets. Il y a beaucoup de choses de non-dits en fait, et tu le comprends. En parcourant l'univers, en écoutant les dialogues, etc. Les doublages, par contre, sont en français, ils sont à mourir de rire. Ça colle pas trop au tout le côté mystérieux et tragique de l'histoire de. Ouais, ça dédramatise quoi. Mais c'est dans son jus quoi. Ça donne aussi un petit charme, voilà. Et en fait, ça pose les bases d'une série qui va vraiment devenir génialissime et qui malheureusement verra sans doute jamais de suite. Après, le dernier, c'est lequel ? C'est Defiance. Et ouais, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé. Enfin si, je sais pourquoi ils ont pas gardé le concept de Blue Domain 1. C'est que c'était pas à la mode, il fallait faire de la 3D, du jeu 3D, plateforme, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les suites différemment. Mais franchement, ce jeu est trop bien quoi. Et je vous dis ça, le jeu était vieux quand j'y ai joué. Hein. C'est pas pareil, il est en abandonware, vous pouvez le trouver tranquille. Ouais, ça y a des chances, ouais. Mais vraiment excellent. Dur, très dur par contre. Faut s'armer de patience et pas hésiter à regarder une soluce de temps en temps quand ça devient trop critique quoi. Ouais, c'est pas la honte. Les soluces, c'est pas la honte. Non, quand t'es bloqué 3 heures au même endroit, c'est ça mérite pas. Ouais. D'ailleurs, en parlant de solus, je vais vous parler. Bon, bah là, c'est le premier jeu, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le RPG et tout ce qui entoure ce style de jeu. J'avais 9 ans, hein, peut-être 10. Je vais vous parler de Landstalker sur Mega Drive, qui est sorti en 1993. Donc là, on a tout ce qui fait concrètement la fantasy. On incarne une espèce de... On sait pas trop ce que c'est, si c'est un elfe, si c'est un machin comme ça. Il s'appelle Nigel, et il a des grandes oreilles. Donc ça, voilà. Donc c'est un chasseur de trésors, Nigel. Et après avoir dérobé un butin confortable, il va faire la rencontre de Friday, une sorte de fée ou une bestiole ailée, qui est poursuivie par une bande de malfrats qui lui veut du mal. Et elle lui dit à ce Nigel, là, qui est chasseur de trésors, donc, qu'elle sait où se trouvent les trésors du roi Nôl, et que c'est pour ça qu'elle se fait emmerder, et donc lui, il va l'aider en contrepartie. Voilà. Et elle va l'amener au trésor du roi Nôl. Donc, pareil, là, j'en reviens toujours, parce que c'est vrai que, pour moi, personnellement, la BO des jeux a toujours été très importante. Parce que bon, bah, ça met dans l'ambiance, et puis bah, finalement on passe des heures et des heures avec les musiques des jeux, donc voilà, c'est vrai que j'en reviens toujours quand je parle des jeux OBO, mais voilà, là c'était vraiment quelque chose de très fort. Chaque village, chaque quête a sa musique, et c'est vraiment le genre de jeu où il y a énormément de secrets à découvrir, il y a beaucoup d'armes à collectionner, et surtout, à l'époque, le graphisme était assez particulier, c'est ça qui lui donne, à mon sens, quelque chose de particulier, en fait, hein, parce qu'il s'agit de 3D isométrique. Donc, en fait, c'est une vue 3D vue d'en haut, vraiment très étrange, mais ça gêne pas dans le jeu, parce que bon, c'est quand même assez bien foutu. La caméra bouge pas et tout ça. Et voilà, ça lui donne vraiment une patte particulière à ce jeu, et beaucoup d'heures de jeu, hein, parce que du coup, si on fait le jeu en ligne droite, fatalement ça va vite, mais si on s'attarde un peu à découvrir toutes les armes, les plastrons, les machins comme ça, il y a quand même une bonne durée de vie, hein, quelques heures de jeu pour un jeu Mega Drive. C'était vraiment cool, donc voilà, le graphisme était assez cartoonesque, entre guillemets. Mais voilà, c'est des paysans, et pareil, les amateurs de rétro gaming qui n'ont jamais fait ce jeu, je vous le conseille. Voilà, pour une 20aine d'heures, je pense, de mémoire. Comment tu l'écris, le nom du jeu ? Landstalker. Ah, Landstalker ? Ouais. D'accord. Alors si ça me dit quelque chose, mais je crois pas. Hein. Mais ouais, c'est de la Mega Drive pur jeu, ouais, ça a l'air assez cool. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, j'ai mis les pieds dans le RPG avec ça. Avec mon pote, je m'en souviens, on avait été dans un magasin d'occasion,
Et le mec a pas compris pourquoi on ressortait tous les deux avec le même jeu. Il nous a dit, mais vous pouvez vous le prêter après. Non, mais nous on veut jouer, tu sais. On va pas attendre que l'autre il termine. T'es con quoi. Tu vas mettre 10 ans déjà alors. Mais c'est ça, mais mec, on te donne 2 fois plus de thunes. Qu'est-ce que tu veux là? Donc voilà. Non, très. Moi c'est un de mes coups de cœur. Donc en 6ème parce que bon bah. Voilà, hein, depuis le temps, il y a d'autres trucs qui sont passés. Mais c'est tu vois, par exemple, sur PS4, il y a peu de temps, je dis ça, mais il y a au moins 3 ans, il y a une compile de jeux Mega Drive qui est sortie, où ils ont regroupé tous les meilleurs jeux Mega Drive, une 30aine, je crois. Et il y est, et je l'ai refini encore il y a peu de temps. Et c'est toujours du plaisir. Hein. Moi, je dois t'avouer que l'ordre jusqu'au numéro 3 est pas hyper important. Hein. Je pense que Legacy of Kain, j'aurais pu le mettre plus haut, par exemple. Ouais, d'accord, ok. Bah c'est à toi d'ailleurs. Ouais, bah moi mon 6ème c'est du point and click. Je pense pas que t'en aies beaucoup du point and click. Moi, non, j'en ai même pas du tout. Bah moi j'étais essentiellement joueur ordinateur, puisque la seule console que j'ai jamais eue c'est la GameCube. Ouais, d'ailleurs d'accord. j'aurais pu mettre des jeux GameCube parce que en fait j'ai toujours eu 3 jeux GameCube auxquels j'ai joué en boucle. D'accord. Avec mes potes ou tout seul. Et je les adore ces jeux-là, mais pour le coup pas du tout pour leur aspect solo quoi. Ouais. Et donc mon 6ème c'est la série des Deponia. Là je prends le bloc de Daedalic Entertainment, ouais, okay. Qui est sorti le 14 juin 2012 pour le premier. Et bah là pour le coup ouais c'est vraiment encore une fois l'univers qui fait que j'adore ce jeu. Pareil c'est assez bigarré, chamarré même. Ça c'est des couleurs. Là on n'est pas du tout dans les univers sombres etc. Non si, c'est beau là ouais. C'est vrai qu'ils sont chouettes ces jeux. Même si, et bon, il y a ce côté très dessin animé, on pourrait dire, hein, on est vraiment là-dedans. Par contre, ça peut parler de choses assez dures, mais de façon très humoristique, souvent d'humour noir d'ailleurs. Et j'adore ces point and click parce que en plus de proposer un challenge suffisant, sans non plus être le truc avec des énigmes tellement farfelues que c'est introuvable, ça propose des personnages que tu vas retenir. Notamment Rufus, le personnage principal, tu as envie de lui donner des claques tout le temps, mais d'un autre côté, il est hyper attachant. Et ça va permettre de parler de choses de la vie qui sont pas forcément évidentes, notamment sur l'amour, l'amitié, l'acceptation de soi ou être accepté par les autres, ce genre de choses. Et je l'ai trouvé assez fin. Alors je sais pas si c'était un propos que cherchait forcément à transmettre le studio, mais pour avoir joué à la plupart de leurs autres point and click, ils mettent quand même un point d'honneur à avoir une ambition psychologique, on va dire, sur leur personnage. Et ça marche plutôt bien, et ça, c'est une série que je vous conseille parce qu'elle est très plaisante. Ça, tu peux même y jouer avec ton gamin, par exemple. Ça, a priori, ça pose pas de je problème, pense que oui, parce que du coup, je les ai téléchargés aussi, et oui, je pense que moi, ma fille, elle va commencer par ce genre de jeu. C'est des jeux qui sont ludiques en plus de ça, qui font réfléchir et qui font passer un message. Donc concrètement, moi, c'est du tout vu. Bah tant mieux. Elle me dira ce qu'elle en a pensé quand elle aura l'âge. Quand elle aura l'âge, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que je vais pas lui faire jouer à mon 5ème, au jeu de la 5ème position, qui est Diablo 3. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur truc. Voilà, parce que tout à l'heure, tu parlais d'ambiance poisseuse et crasseuse. Et ben voilà, moi, c'est ce qui m'a séduit dans Diablo 3. On a un bon concurrent, là. Ouais, c'est vrai, voilà, moi tout ce qui mélange un peu religion, démon, tout ça, c'est vraiment mon truc. Donc là on est sur du hack and slash pour ceux qui connaissent pas, même si à mon avis, voilà. On va pas s'étendre sur le style, faut martyriser le clic droit du mulot et spammer littéralement les touches. Mais sorti de ça, voilà, moi j'aime vraiment ça parce que ça pète dans tous les sens, c'est le bordel à l'écran. Et y a des couleurs qui pètent dans tous les sens quand les sorts sont balancés, quand les démons t'attaquent et tout ça. Et moi ce qui me plaît vraiment dans le jeu, c'est cette ambiance macabre, sans concession, où on rencontre Baal, Diablo, Maltael et tout ça. Donc après le scénario, non plus, il casse pas 3 qui casse pas 3 pattes à un canard, pardon. Donc c'est assez linéaire, voilà, il y a un grand méchant qui veut buter tout le monde, qui veut revenir sur Terre, on va aller lui dégommer sa tronche. Donc c'est pas super intéressant. Par contre, le multi quoi. Le multi, moi j'y ai passé des heures et des heures à monter des persos à chaque saison, parce que voilà, il y a un système de saison où on a du matériel à looter selon la classe qu'on fait et tout ça, il y a toujours plein de trucs à faire, c'est extrêmement riche de ce côté-là.
ce qui en fait pour moi l'un des meilleurs jeux multi auxquels j'ai joué, parce que bon bah j'y joue encore, hein. Et voilà, on est vraiment dans la dark fantasy pure et dure, des plus sombres. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et encore une fois, le peu de musique qu'il y a, bah voilà, c'est sans mauvais jeu de mots, une BO d'enfer. Alors moi, pour le coup, j'avais eu le 1 en allemand. Oh, putain. Après, je l'ai eu en anglais. J'ai jamais fini. J'ai joué un peu au 2 en multijoueur avec un pote. Ouais, c'est vraiment pas un jeu qui m'a jamais fasciné, Diablo. Et moi, je trouve que l'ambiance, elle a un côté grotesque, en fait, qui me sort de l'aspect macabre et tout. Tu vois, pour moi, on est vraiment sur de la série B. Je te mets balles, je te mets des démons et tout. Ah ouais, vois, c'est sûr. Je peux pas prendre ça au sérieux, tu vois, la manière dont c'est présenté, ce qui fait que ça me sort complètement de cet aspect-là du jeu. D'accord, ok. Bah, je peux comprendre que, surtout quand t'es ado et tout, ça peut... Enfin, remarque, moi j'y ai joué, je vais avoir 15-16 ans au premier. Ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment pas... Mais tu sais que je suis plus ado, hein. Ouais, je sais, ouais, mais t'es toujours jeune dans ta tête. Voilà, c'est ça, rattrape-toi. Merci. Mais ouais, non, moi, ça, pour le coup, c'est pas l'univers que je retiendrai, tu vois. D'accord. Mais je peux comprendre, ouais. Eh ben moi, mon 5ème, c'est un peu dans le même délire. Là, pour le coup, j'accepte l'aspect nanar. Ah, vas-y. Puisque c'est Dark Messiah of Might and Magic, développé par Arkane Studio et Ubisoft. Et pour le multijoueur, par un studio anglais qui s'appelle Kuju Entertainment, que j'ai jamais rencontré depuis, qui est sorti le 26 octobre 2006. C'est basé sur le moteur de Half-Life 2 et on suit l'histoire de Sares, un apprenti malfaiteur, on pourrait dire. Ouais. Il y a une partie jeu de rôle à la première personne. Ouais, je vois ça. Exactement, je vois ça, tout à fait. C'est magnifique. Il faut mettre des compétences soit en magie, soit en furtivité, soit en combat. Et voilà, c'est à peu près tous les choix que vous pourrez faire, sachant que vous pouvez tout mélanger. Et vous évoluez dans une histoire, c'est très balisé. Et en gros, les points que vous allez octroyer à votre personnage va vous permettre de vous sortir plus ou moins bien de certaines situations, ou de plus ou moins vous obliger à vous creuser la cervelle pour vous en sortir. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est un jeu qui, sous couvert d'être assez linéaire, puisque vous suivez vraiment la continuité de l'histoire, hein, c'est pas du tout un monde ouvert, suivant comment vous allez dépenser vos points et l'appréciation que vous avez de l'univers, et ça c'est son point fort, vous allez pas vous sortir des problèmes de la même manière. Ce qui est plutôt cool, je trouve, et ce qui est 1000 fois plus intéressant que n'importe quel Elder Scroll ou autre jeu à monde ouvert, où en fait tu mets tes points, de toute façon, suffit de gagner assez d'expérience pour tout défoncer, et quel que soit le chemin que t'as choisi, quoi. Mm-hmm. Et par contre, bon, niveau histoire, c'est suffisamment intriguant pour te tenir en haleine, mais les ficelles, elles sont grosses comme je trouve pas de comme un string de sumo. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est tendu, quoi. Ouais, puis c'est bien visible. Et oui, aussi, ouais. Et alors les dialogues, c'est... Moi, je pense que ça a été sciemment écrit pour être nanardesque, et du coup, je trouve que c'est du génie. Mais si c'est pas le cas, c'est de la merde. Ouais. D'accord. C'est bon de le préciser, ça. Et je l'ai mis en 5ème parce que quand je faisais ma liste, mais il pourrait être plus bas en 7 ou 8. Ouais, après le jeu, il pourrait être, il est vraiment super sympa à jouer. Par contre, niveau gameplay, c'est hyper plaisant. Tu peux faire beaucoup de choses. C'est le genre de jeu où tu peux donner des coups de pied dans des orques pour les faire tomber d'une passerelle et tabasser son voisin à coups d'éclair magique ou d'épée à deux mains. Enfin, voilà, tu peux faire beaucoup de choses. T'as pas mal de liberté dans ta manière d'appréhender l'univers, et ça, c'est vraiment très cool. Ok. Et ben en tout cas, je regardais 2-3 images pendant que tu me parlais. C'est vrai que c'est un peu cracra quand même. Hein. Bah, d'ailleurs, l'univers est assez sombre. Hein, ouais. Ça c'est clair. Est-ce que tu as joué à Dishonored ? Oui, j'ai fait le premier. Ouais. C'est eux. Ah mais d'accord, ok. Ce sont les mêmes. Ok. Ah ouais, Dishonored est très très bon. Hein. Il y a quelques liens entre les deux jeux d'un point de vue gameplay et la manière dont tu progresses dans l'univers. Sauf que là, dans Dark Messiah, il n'y a pas de hub comme tu peux en trouver un peu dans Dishonored. Ok. Et ben, on commence à se rapprocher. Numéro 4, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Et ben, alors là, pour moi, ça commence à être problématique. Il a fallu faire des choix. Donc,
Ne jugez pas, s'il vous plaît. En 4e, j'ai mis Zelda Ocarina of Time sur 64. Donc bon, je présente pas la licence, hein, ce serait un affront. Donc le jeu est sorti en 1998 en Europe. Et je pense que c'est simplement l'un des meilleurs titres sortis de la série. Donc jusqu'à maintenant, hein, voilà. En même temps, comme c'est pas super... Oh là là, ça y est. Je supporte pas Zelda, c'est ouf. Ah mais ouais, c'est ouf, parce que bon bah concrètement, hein, c'est du bon RPG. Non, on est clairement... c'est du très très bon RPG. Alors qu'il n'y a pas un poil de RPG dans Zelda. Non, il n'y a pas de RPG, bah c'est voilà, jeu d'action RPG comme on appelle le genre. Et bon bah on est donc clairement dans l'univers fantasy, ça par contre tu valides. Ouais. Ah attends, on a une fée qui se trimballe avec nous. C'est vrai, on est dans l'univers... Dans l'univers fantastique des bisounours à petit chapeau vert. C'est vrai. Salopard, va. Bon, je vais quand même le présenter, hein, malgré que, voilà. Oui, en plus, j'ai joué à celui-là sur GameCube quand il est ressorti avec la GameCube. Ouais. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Comme tous ces jeux-là, il est beaucoup trop long pour ce que tu fais, mais il est pas mal. Eh ben, il est long pour ce que tu fais si tu fais pas ce qu'il y a à faire à côté aussi. Parce qu'on est quand même sur du gros monde ouvert. C'est comme, moi, je l'ai trouvé quand même assez vaste. Déjà, hein. C'est la pire des critiques que je puisse faire à un jeu vidéo, c'est de dire qu'il est un monde ouvert. Alors, Et bon. S'il n'y en a pas un seul de bien de jeu à monde ouvert. Eh ben si, il y a celui-ci. Et bon, après, malgré ce que tu peux dire, il est quand même vachement riche parce qu'il y a beaucoup de secrets. Quoi que t'en dises, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en parallèle de la quête principale. C'est vrai que si tu traces tout droit, tu peux le finir en 3 heures. Moi, je lui reproche pas d'avoir des trucs à faire à côté. Ce que je lui reproche, c'est que les trucs à faire à côté, comme suivre l'histoire, c'est un peu relou, quoi. Tu sais, tu finis par faire, ouais, c'est bon, j'ai compris comment ça se joue, ça, voilà, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas des polygones avec se prendre la tête avec des trucs faits par des Polonais dans leur cave en 1977, hein. Ouais. Donc, ça c'est clair. Donc, pour continuer un peu sur l'histoire, sur l'histoire, parce que l'histoire, on se réveille dans sa... Oh putain, à cause de tes conneries. On se réveille dans sa hutte, hein, au village Kokiri. Et là, il y a notre fée qui va nous dire que, voilà, il faut que tu te réveilles, machin, l'arbre il est malade, il va falloir que tu rentres dans l'arbre, tu vas avoir ta première quête. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est ça qui peut t'emmerder, je pense. C'est que je suis d'accord sur un point, c'est du donjon. Non-stop, c'est-à-dire qu'on va faire une quête, on va sortir, on va aller se faire un autre donjon, on va sortir, on va se faire le donjon de l'eau, le donjon du feu, le donjon de l'air, machin. Donc il y a un côté rébarbatif que ça, on peut pas enlever. Après, encore une fois, moi je trouve que, comme d'habitude, hein, la bande-son est top, le graphisme, quoi qu'on en dise, j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Il faut le mettre dans le contexte de l'époque. Hein. Voilà, parce que là on est en 1998 quand même, donc sur une console... c'est un peu mitigé, la 64, c'est-à-dire qu'elle a pu te sortir des jeux comme Zelda et elle t'a sorti des trucs comme Turok où tu dois aller buter du dinosaure avec des arcs et des flingues. C'est de la merde. Je préfère 1000 fois mieux Turok qu'à n'importe quel arrête, toi, c'est vraiment pourrable ce jeu. Et il y a des flingues et des dinosaures, comment ça peut être mieux? Justement, tu vois, t'as à peu près tout dit, hein, des flingues et des dinosaures. Donc non, moi Turok, c'est vrai que je l'avais en plus, c'est ça le pire, c'est que j'y ai passé des heures à ce jeu, mais je sais même pas pourquoi maintenant. Il y avait des trucs qui étaient cool dans Zelda, c'était la notion du cycle jour-nuit qui était pris en compte, donc il y a des trucs que tu peux faire le jour et qui changeront totalement la nuit. Et voilà, c'est l'univers de Zelda, pour peu que t'aimes bien ça concrètement, c'est peut-être le meilleur titre qui soit sorti avec le dernier en date sur... Breath of the Wild. Ouais, merci. Voilà, alors que je m'en fous, hein. Oui, voilà. C'est ça en plus. C'est ça le pire que j'ai à ce podcast. Hein. Donc voilà. Moi, c'est quand même mon top 4, que ça te plaise ou pas. Ouais. Non, mais là où je peux être très critique sur le jeu, parce qu'effectivement, moi, c'est le genre de truc, tu me le mets dans les mains 2 heures. Enfin, c'est bon, je veux plus jamais en entendre parler. Je coupe le son dès que la fée elle parle. Enfin bon. Du coup, les musiques, je sais pas, puisque je les ai jamais entendues. J'ai coupé le son direct. Ouais, ok. Mais si, quand même. C'est vrai que les musiques, elles sont cool. Mais dans Zelda en règle générale elles sont plutôt pas mal. Voilà, oui. Enfin, bon, après, moi je te parle de celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai le plus squatté, hein. Et puis là, moi je trouve qu'on parle d'aventure là, justement, tu vois. Oui, clairement. Parce que je l'ai pas spécifié ça, mais en fait on traverse plusieurs âges
C'est-à-dire qu'on commence, on est enfant, après on est ado, et voilà, il y a vraiment un changement aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'amener différents trucs dans le gameplay, justement pour que ce soit pas trop linéaire, même si les principes du jeu, comme les donjons, sont récurrents. Voilà, je pense qu'ils ont quand même essayé d'amener dans le monde, en tout cas, des trucs qui changent, et pour faire que ce soit pas trop linéaire. Bah, moi, je le comparais un peu à Morrowind. Sur mon appréciation, c'est-à-dire que une fois que t'as passé le premier donjon, t'es quand même un peu plus libre. Et dans Morrowind, c'est pareil, une fois que t'es sorti du premier village, voilà, tu fais un peu ce que tu veux, c'est la fête. Et t'es assez dépaysé, et t'as très peu d'aide à l'écran pour t'aider à te repérer, savoir à qui t'as parlé, à qui faut parler, ce qu'il faut faire et tout. Ouais. Et ça, c'est vraiment super. Et ça, j'ai pas mal apprécié. Parce que du coup, tout ce que tu découvres, t'as l'air secret, puisque en fait, t'as aucun moyen de savoir à l'avance ce qui va t'arriver ou où tu vas tomber. Exactement. Un peu comme dans le premier Morrowind, t'as quand même des éléments qui peuvent te donner des indices, lire des bouquins, parler à certains PNJ, etc. Et ça, c'est vrai que je peux le mettre au crédit de Ocarina of Time. La différence avec un Morrowind, c'est que t'es quand même limité par le déroulé de l'histoire. En fait, il y a quand même une certaine linéarité dans le bac à sable, mais que je lui reproche pas non plus, puisque ça te permet de retourner sur des rails à un moment pour que l'histoire continue. Ouais. Mais après, de ce que je connais de l'histoire, parce que je la connais pas par cœur, mais je me suis quand même renseigné depuis, je sais de quoi ça parle, je sais un peu comment c'est construit. Moi, c'est pas du tout un truc qui me parle. Même quand j'étais gamin, quoi, c'était... D'accord, ouais, ça a jamais été... C'est un univers trop enfantin pour moi, si tu veux. D'accord, ok. Ce qui voilà, après c'est une question de goût là, hein, clairement. Autant j'aime pas quand on dit qu'un truc est adulte alors qu'en fait c'est un machin d'adolescence qui a du sang, du sexe partout. Autant quand c'est aussi édulcoré que Zelda, en fait c'est tellement loin de mes préoccupations et de mon imaginaire en règle générale, que ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Je dis, mais c'est pas ça te touche pas, quoi, en fait. Ouais. Si je suis pas le public, tu vois, clairement. Ouais, ok. Et après oui, c'est un jeu qui a plein de compétences et autant je peux dire pourquoi je l'aime pas, autant je peux clairement pas dire qu'il est nul ou pas important. Hein. Surtout il y a ça aussi, quoi. C'est un jeu qui a fait date et c'est vrai, c'est un jeu important, qui a inspiré très longtemps après et même aujourd'hui, je pense. Même aujourd'hui, il est toujours ultra référencé. Hein. Bah voilà, tu parlais de Breath of the Wild. C'est pas pour rien que Zelda c'est encore la licence que c'est aujourd'hui. C'est qu'il y a eu des jeux comme ça qui ont créé le mythe Zelda, quoi. Ouais, c'est ça. Et je joue à Smash Bros Zelda adulte. Ah bah voilà. Donc tu vois quand même j'aime un petit peu. Moi mon 4, on va parler de choses un peu sérieuses, quoi, de jeux un peu solides. Je vais parler du coup d'un jeu indé qui est Hotline Miami. Oh putain, attends, ça me parle ça. Édité par Devolver Digital et développé par Denanton Games, et qui est sorti le 27 octobre 2012. Moi je suis pas dans le rétro, hein. Ah non. Ah ça va, j'en ai un de 98. Oh nom de Dieu, ouais d'accord, c'est du GTA-like ça. C'est de quoi, Hotline Miami ? Ah non, ça a rien à voir. Non, t'as des tableaux. Bah, le premier GTA vidéo, non, c'est peut-être la seule référence que tu peux faire à GTA. Il y a le côté violent. Voilà, non, mais parce que là je checkais. En fait, c'est un. Ouais, d'accord, ok. C'est un jeu où t'as des tableaux. Tu dois fracasser tous les mecs qu'il y a sur chaque tableau pour passer au suivant. Sauf que en gros, si tu te prends une touche, t'es mort. Donc en fait, c'est un try and retry sous forme de puzzle, parce que t'as vraiment des zones où il faut réfléchir à l'avance, où il faut tester plein de choses pour voir si ça marche. T'as un système de masque qui modifie en fait certains éléments. Par exemple, normalement, si tu frappes un adversaire, tu l'assommes et il faut un autre coup pour le tuer. Bah, t'as un masque qui va faire que tes coups de poing sont mortels, par exemple, ou alors d'autres masques qui vont te permettre d'encaisser un coup, par exemple. Voilà, t'as des modificateurs. D'ailleurs, pour obtenir tous les masques, il faut jouer un peu avec tous les masques pour débloquer tous les secrets, etc. Donc t'as un aspect scoring qui est vraiment cool. L'histoire est génialissime, ça a pas l'air comme ça, hein. Ça a l'air très arcade et tout, mais en fait, plus que l'histoire elle-même, y a toute une question de quatrième mur qui est brisé, de méta-histoire, on va dire, qui est vraiment super intéressante sur la violence, notamment dans les jeux vidéo, sachant que c'est certainement un des jeux les plus violents auxquels tu puisses jouer. C'est hyper jouissif, c'est très dynamique. Il y a des fois, c'est une critique qui a été apportée au jeu où tu meurs un peu en boucle, tu sais pas trop pourquoi, parce que t'as un ennemi qui est devenu un ninja qui t'a vu aller au bout de la map et qui te poursuit partout. Donc c'est certainement un bug, mais globalement, moi ça m'a pas trop dérangé pour le terminer.
L'univers D'accord. est complètement barré, donc si t'as les screenshots sous les yeux, je pense que Ouais, j'ai vu ça, ouais, il y a quand même c'est pas mal un de peu dans couleurs le qui délire pètent. Pulp Fiction, je trouve. Tu vois, une espèce de truc très violent, mais en même temps avec des environnements parfois très colorés, qui pètent un peu la rétine. Ouais. D'ailleurs, il y a tout un délire années 80, puisque toute la bande son c'est de la synthwave avant que ça devienne vraiment à la mode. T'as Carpenter Ouais. Brut qui a À bossé la sur mode, la vidéo, par exemple. j'imagine. Ah ouais, Donc d'accord. voilà, ok. c'est un jeu qui est hyper addictif. Le 2 était pas mal aussi, mais il m'a beaucoup moins marqué. Il est assez différent dans son fonctionnement, D'accord. même si le cœur du gameplay est le même. Et voilà quoi, c'est vraiment ce que j'adore quoi. C'est du jeu, tu peux y passer 20 minutes pour faire un tableau ou te faire une session où tu torches le jeu en 4 heures et t'auras un plaisir dans tous les cas quoi. D'accord. Ok, intéressant. Et il a été primé 1 milliard de fois dans sa catégorie de jeu indé. Ok. Non, mais j'irai voir ça plus en profondeur. Et ben, on rentre dans le top Moi, j'ai 3, déjà donné, moi. du coup. Voilà, et ben, moi, mon 3, je vais parler de Fable sur Xbox, qui est récemment ressorti sur PC en version Anniversary. Donc, je vais parler globalement du premier, mais ça inclut aussi les autres parce que les systèmes de jeu sont similaires. Donc là, on est sur encore un type d'action RPG de Lionhead Studio. Et celui-ci est sorti en 2004. Donc Fable, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, même un enfant, qui voit son village détruit par une bande de pillards. Donc son père est tué et sa mère et sa sœur sont emmenés par les bandits. Début classique. Début classique. Et justement, donc le futur héros va être récupéré par un mage qui va l'emmener dans une école afin de lui apprendre à utiliser des sorts et à se battre à l'épée. Et non, c'est pas Poudlard, parce qu'ils se battent pas à l'épée à Poudlard. Et donc voilà, on va se découvrir. Il y a une épée. Oui, celle de Godric Gryffondor, mais il l'utilise pas pour grand chose en fait. À part pour tuer un basilisque. Ah, on n'est pas loin de Fable là. Ouais, c'est vrai, parce que donc du coup on est dans un univers clairement axé fantasy. Là on peut pas faire plus. Moi je dis accès Zelda, mais c'est. Commence pas. Donc là, la particularité du jeu, c'est que le joueur va devoir faire des choix, mais pas n'importe quel choix en fait. Ça va définir donc son alignement, l'alignement du perso. Donc jusque là, rien de nouveau, mais ça va affecter la façon de jouer, donc la façon dont les gens vont interagir avec nous, et surtout ça va changer l'apparence physique au fur et à mesure de son avatar. Donc en effet, les actions mauvaises te donneront du mauvais karma et vont te faire pousser par exemple des cornes et te défigurer littéralement. Et là les gens donc vont avoir peur de toi, donc tu seras plus bienvenu là où tu vas passer, etc. etc. Et pareil à l'inverse avec les actions bénéfiques que tu vas faire qui vont te donner au fur et à mesure une auréole où là les gens vont t'adorer et tout ça. Donc ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est qu'il y a aussi une notion où on va pouvoir faire énormément de commerce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter des immeubles, des appartes, des machins comme ça. On peut se marier, on peut conquérir le cœur d'une personne, d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, en particulier. Plus on monte en compétences et plus donc on gagne des points aussi de renommée. De la renommée bonne ou mauvaise qui nous permettra de faire des emotes selon l'alignement qu'on a, en particulier, qui effraieront les gens ou qui les feront... voilà, on peut se marier par exemple de force ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est vraiment extrêmement riche. Donc, l'histoire principale se termine extrêmement vite, encore une fois si on le fait en ligne droite, mais tout ce qui fait la richesse du jeu, en fait, c'est vraiment le parallèle. Moi, personnellement, j'y joue encore à celui-ci, et il m'arrive des fois de traîner en ville pour acheter, revendre et tout ça, machin. Et donc il y a vraiment beaucoup d'interactions à faire avec les villageois. Et c'est très immersif. Donc encore une fois, la musique me fait littéralement... c'est un peu comme... quand je reviens dans un endroit que j'ai quitté il y a un petit moment, tu vois, que j'ai quitté par nostalgie et quoi que ce soit, c'est vraiment... Je connais pas de monde, et pourtant c'est pas mon top 1, mais plus immersif que celui-ci. C'est vrai que, je sais pas, c'est l'accueil des gens, c'est les interactions que t'as avec les personnes, les musiques,
le fait de pouvoir aller chez toi et tout, enfin c'est vraiment un monde dans notre monde en fait. Et c'est un peu le but du jeu vidéo, mais là c'est un jeu vraiment grisant dans la mesure où on est dans un monde fantasy et puis il y a énormément de secrets, encore une fois, de choses à découvrir, des portes à ouvrir, des clés à trouver, enfin bon, entre autres on peut pêcher comme dans les Zelda, les machins comme ça. Voilà, c'est un monde extrêmement vaste avec extrêmement de rejouabilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est-à-dire que chaque partie sera différente selon déjà l'alignement qu'on veut, parce qu'on peut jouer soit limite que magie, soit que arc, soit que épée. Et voilà, donc le jeu nous apprend à devenir un héros, vraiment littéralement, parce que on a un passé tragique, comme je le disais avec le début de l'histoire, et va nous apprendre à devenir soit un tyran, soit un ange, quoi, entre gros guillemets. Et c'est super intéressant parce que à chaque partie, on a quelque chose de différent. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas que tu l'aimes bien. Enfin, surtout si t'aimes bien Ocarina of Time, parce qu'on est vraiment dans ce type de jeu où tu peux avoir de la nostalgie à retourner dedans si ça t'a touché, etc. Moi, j'ai beaucoup joué ce jeu-là, parce que j'ai un pote qui avait la Xbox et qui l'avait dessus. D'accord. Et c'est pareil, enfin, les choix graphiques, etc. m'ont toujours laissé complètement froid. Ouais. Et quand j'ai eu l'occasion d'y jouer, c'est typiquement le genre de jeu, tu me laisses 2 heures avec, je fais non mais en fait ça me demande pas de... Tu peux faire plein de choses, mais en fait je m'en fous de faire plein de trucs, je peux le faire ça dans la vraie vie, des choses, tu vois. Est-ce que tu peux ouvrir des portes qui parlent dans la vraie vie ? Je sais pas si c'est très intéressant d'ouvrir des portes qui parlent. Mais tu vois, je comprends la fascination qu'on peut avoir pour le genre de jeu, et ça m'étonne pas que ça te touche. Alors le pote qui avait le jeu, il adore cette série. Ouais, ils sont vraiment très très bien. Et je pense que quand t'arrives à rentrer dedans, c'est vraiment cool. Mais pour le coup, c'est... Enfin je sais pas, j'ai zéro implication dans les personnages. Si tu me dis tu peux faire plein de choses, je vais éteindre puis jouer les Clan Miami pour faire péter mon score, tu vois. C'est... Ouais, voilà. Là, j'ai l'impression de faire des trucs qui ont des conséquences, tu vois. Ouvrir la 100e porte pour ouvrir le 4e trésor qui cache les 2 armures de je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Ouais. Mais si t'aimes ce genre de choses, ouais. En fait, moi, c'est des sensibilités différentes. On a tendance à parler d'exploration dans ces cas-là, mais on n'est pas vraiment dans l'exploration, on est dans la recherche d'œufs de Pâques, si tu veux. Moi, ce que j'aime dans l'exploration, c'est, je parlais de Morrowind tout à l'heure, c'est le fait d'être surpris par des choses qui font aucun sens et que après tu vas devoir aller réfléchir, lire des choses, te renseigner pour que ça en prenne. Dans Fable, tu vas découvrir des choses, certes, mais une fois que tu les as découvertes, le plaisir de la découverte, elle réside pas dans toute la difficulté que t'as eu de comprendre ta découverte. Elle réside juste dans le fait de tomber dessus, tu vois. Ouais, parce que non, après exploration, c'est pas le mot, parce que c'est pas un vrai monde ouvert, justement. Enfin, même c'en est pas. Le jeu est très scripté, c'est-à-dire que t'as des quêtes, elles te sont indiquées. Donc c'est vrai qu'au niveau de la difficulté du jeu et de l'exploration, c'est 0, parce que ce jeu, et d'ailleurs je parle pas de difficulté, c'est le seul truc. Je parle vraiment du sentiment de découverte, tu vois. Mais j'en ai pas quand je joue à ces jeux-là. Je me sens pas. Et en fait, c'est plus des énigmes. Je sens pas que je découvre des choses, tu vois. Je sens que j'ai trouvé le coffre secret qu'on m'a caché. Mais je me sens pas cette âme de découvreur. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais. Mais il y a très peu de jeux qui font ça, c'est pas une critique spécifique. Ouais, bien sûr. Mais ça catalyse beaucoup ça, et on le retrouve beaucoup dans ce type de jeu, comme Ocarina of Time, tu vois, ce type c'est quelque chose qui te tient aussi, qui te tient au jeu, qui te tient collé au jeu. Je pense que c'est le but aussi, c'est-à-dire qu'on pour moi, c'est l'inverse, tu vois. C'est ce qui fait que ça me désintéresse, tu vois. Justement. Dans ce cas-là, je préfère une histoire bien balisée, à la limite, tu vois. Comme ça, les découvertes, je les ai en avançant, en comprenant le gameplay, etc. Tu vois. J'ai l'impression d'apprendre des choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme un Dark Souls, qui devrait pas tarder à arriver dans ton top. Je t'en prie, vas-y, on en parle après. Tout de suite après. T'étais quoi à ton 3 là ? Ouais. C'était Neverwinter Night, donc je vais faire le 2. Eh ben vas-y, fais le 2. Qui est Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Ouais, donc, ok. Publié par LucasArts, développé par Raven Software, sorti le 28 mars 2002. Qui est la suite de Dark Forces 2 Jedi Knight, et son extension dont j'ai oublié le nom. De toute façon, je les ai jamais fait ceux-là, parce que c'était... Non, c'est mort. C'est mort.
c'est ces jeux 3D pas injouables, mais comment on pourrait dire vomitifs en termes de sensations. Oui, je sais qu'ils ont des réputations plutôt bonnes, mais voilà, sur certains points limite. Et le Giant Knight 2, il a fait rager beaucoup de gens parce qu'on obtient le sabre laser relativement tard dans le jeu, et les gens ont tendance à trouver l'aspect FPS pas top du jeu, parce que c'est un jeu dans l'univers Star Wars. Vous avez à la fois un FPS avec des armes de Star Wars qui ont un feeling qui est vraiment cool, et des combats au sabre laser qui encore aujourd'hui sont réputés pour être parmi les meilleurs de tous les jeux Star Wars réunis, si ce n'est le meilleur. Parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, courir sur les murs quand vous débloquez les points de force, faire des sauts de force vraiment délirants. Sa suite Jedi Academy va pousser le concept, mais le solo est moins bon, parce qu'il laisse plus de choix, et bizarrement ça rend le jeu beaucoup moins addictif, je trouve. Alors que là vous êtes dans la peau de Cal Katarn, un mercenaire qui se bat dans celui-là pour la rébellion, puisque c'est quelques temps après la chute de l'Empire. D'ailleurs, ça a un rôle, hein, l'Empire est pas complètement disparu, et on se retrouve à combattre un peu les résistants de l'Empire, pour le coup, qui ont encore des beaux jours devant eux, hein, finalement. L'étoile noire détruite n'a pas annihilé toutes les velléités de l'Empire. Et on se retrouve embarqué dans une histoire qui mêle pouvoir de la Force, technologie qui utilise la Force, justement, rédemption, sabre laser, vengeance. J'adore la vengeance, hein. Legacy of Kain, c'est pareil, ça parle de vengeance. Voilà, c'est le personnage de Cal Katarn qui est un des meilleurs personnages de tout l'univers Star Wars, clairement. Si Disney avait été intelligent, ils auraient adapté Jedi Knight, peut-être pas forcément ce jeu-là, mais Cal Katarn et tout ce qui tourne autour de lui dans leur film. Là, on aurait été sur du chef-d'œuvre. Et ça n'a pas été fait, c'est dommage. Dommage, tant pis pour eux. Voilà, et un multijoueur fantastique, un peu comme pour Half-Life 1, vous avez des maps qui ont des manières de fonctionner qui sont un peu intéressantes, même si c'est pas poussé aussi loin que ça. Des armes plutôt cool, les pouvoirs de la force, etc. Donc voilà, super jeu, meilleur jeu Star Wars. Devant KOTOR. J'aurais pu mettre un KOTOR quelque part. Ah, KOTOR, oui. Moi, j'ai beaucoup joué à KOTOR. Mais en fait, j'ai joué assez tard et c'était bourré de bugs. Ça... Ouais. Je les ai finis. Surtout KOTOR 1 qui est très cool. Mais, ouais. Pas autant d'affect que Jedi Knight. Mais c'est bien, franchement, un petit jeu Star Wars là dans un top. Je m'y attendais pas. Ouais, surtout qu'il y en a une palanquée. Ah, cool. Non, mais ça, ouais, c'est un jeu que tu. Je sais que le début du jeu, il fait un peu grincer des dents. Il y a des gens qui l'aiment pas, mais si tu sais te débrouiller dans un FPS, en vrai, ça se passe tranquille. Hein. Ouais, d'accord. C'est des gens qui devaient pas trop savoir quoi faire avec leur souris et leur clavier. Bon, bah, mon deuxième, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, on est sur du Dark Souls. Hein. Donc là, pour le coup, jeu d'action RPG, sorti chez From Software en 2011. C'est pas facile, hein. Non, pas facile à dire. Et là, on va parler de Dark Fantasy. Mais alors là, Dark Fantasy de compète, hein. Même médiéval fantastique, on pourrait dire. Ouais, c'est pas galvaudé pour une fois. Parce qu'on va, ça va puiser vraiment ces influences un peu de partout, dans des références, beaucoup de références, à commencer par un truc qui s'appelle Berserk, je crois. À chaque fois qu'on fait une émission, on en parle d'ailleurs, vaguement, faudrait peut-être un jour faire une vraie émission dessus. Alors en fait, je sais même pas pour recommencer tellement il y a de trucs à dire. Hein. Donc rien qu'au niveau de l'histoire, mais là je vais devoir rester très vague aussi, parce que justement c'est un jeu qui nous incite là pour le coup à chercher, et à lire énormément pour savoir vraiment ce qu'il en est de l'histoire. Donc, moi je peux parler du début de l'histoire. Hein. On a une carcasse, donc un humain qui est un humain maudit en fait, qui va devoir se frayer un chemin dans un monde sombre et sans pitié, qui s'appelle Lordran, afin d'essayer de conserver la flamme allumée. Voilà. Mais le truc, c'est que le jeu ne nous en dit pas plus à la base. Donc là, ce qu'il y a de vraiment très intéressant déjà dans Dark Souls, c'est que l'histoire s'apprend au fur et à mesure en lisant des descriptions d'objets, par exemple, ou en discutant avec chaque personnage qu'on va rencontrer. Donc ça déjà, ça nous pousse vraiment à la découverte, vraiment à proprement parler. Et l'autre chose que tout le monde sait à propos de ce jeu, c'est que c'est un gameplay extrêmement exigeant, hein. C'est-à-dire que quand on va commencer à jouer à Dark Souls, on va mourir. D'ailleurs, là,
L'édition de Dark Souls 1 s'appelle Prepare to Die Edition, hein. Donc voilà, préparez-vous à mourir pour ceux qui les ont pas fait. Mais là où les gens se trompent en grande majorité, c'est-à-dire que les gens pensent que le jeu est vraiment salaud avec eux, alors que au contraire, c'est un jeu qui vous veut du bien, les gens. Il faut persévérer et il faut persister parce que c'est un jeu qui nous oblige à réfléchir et à pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Donc, on va mourir une fois sur un truc. Si on est mort, c'est qu'il y avait une cause. Et donc, il faut trouver la cause, l'éliminer et continuer d'avancer. Et c'est comme ça qu'on va maîtriser le jeu, qu'on va maîtriser le gameplay. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris les mécaniques du jeu, c'est que du bonheur. Parce que c'est, encore une fois, comme avec Fable, un jeu qui a énormément de rejouabilité. Encore plus, même 50 fois plus qu'un Fable. Dans la mesure où les classes sont beaucoup plus nombreuses et que les builds sont infinis, en fait. Et que, on peut collectionner énormément d'armes et énormément d'armures. Et voilà, donc c'est vraiment moi l'univers qui me parle. C'est-à-dire que c'est vraiment un univers très sombre avec une question de feu, quoi. Enfin, une question de feu qui habite les humains et qui est en train de s'éteindre avec l'âge des dragons, tout ça. Enfin, il y a vraiment un lore extrêmement riche et c'est rien de le dire parce que voilà, hein, ça fait ses preuves sur trois opus. Même si le 2 n'a pas grand chose à voir avec le 1 et le 3 qui eux se suivent, par contre. Et voilà, c'est que du bonheur ce jeu, malgré la réputation de jeu de salopard. Hein. Ah, c'est le jeu que j'aimerais aimer, tu vois. Ouais. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est un enfer pour moi parce que c'est un. Moi, faut savoir que tous les jeux de 3D à la troisième personne, j'ai des problèmes de perception dans l'espace. Donc D'accord. moi je meurs juste en marchant, si tu veux. Ah, c'est con. Ouais. Tu vois, c'est... D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te tuer dans ce jeu. Voilà, c'est ça. Mais les combats, ça va, tu vois. Des fois je meurs, mais je me dis c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, puis je commence à appréhender le truc et tout. Ouais. Mais moi en fait, il y a juste des endroits où ça demande une coordination œil-main ou une perception de la perspective qui fait que ça me tue, tu vois. Je peux pas, d'accord. en fait. C'est pas possible. Ah ouais, c'est fort dommage. Ouais. La navigation est trop lourde pour moi. D'accord. Je peux pas, en fait. Et après, peut-être en persistant, j'y arriverai, mais je sais que sur ce genre de jeu, en général, mon frein, c'est ça, quoi. C'est que mon cerveau ne peut pas analyser ce qui se passe. Donc, ouais, d'accord, ok. Ah, c'est cool. Donc ça me bloque. Ouais, j'imagine. Ouais, parce que vraiment, l'univers me donne envie, le côté critique me donne envie. Ouais. Le côté mourir et recommencer, quand t'aimes Hotline Miami, a priori, c'est pas un problème. Ouais. Puisque tu meurs encore plus dans Hotline Miami et tu recommences encore plus les mêmes choses dans Hotline Miami. D'accord. La petite différence, c'est qu'Hotline Miami est beaucoup plus nerveux, donc t'es dans une boucle, arcade. Ouais. Là où dans Dark Souls, te retaper tout un chemin pour te refaire un pack d'ennemis un peu nulos, ça peut devenir un peu redondant, quoi. Voilà, c'est peut-être, ça peut aussi jouer contre, tu vois, mais globalement, ça va, tu te débrouilles entre deux feux. Il y a moyen de pas crever. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, t'as les raccourcis, t'as les machins comme ça. Ouais, oui, ils ont trouvé un système pour que ce soit pas non plus trop lourd. Voilà. Même s'il y a des zones où je sais qu'il faut gagner un peu d'XP pour que ça devienne vraiment jouable, quoi. Mais ouais, c'est vraiment. Faudrait que je lise un truc sur l'univers, je pense que ça me contenterait, quoi. Ouais, puis il y a des bouquins en plus. Hein. Bah allez, à toi l'horreur, hein. Top 1. Alors, mon 1, Warcraft 3, The Fallen Throne. J'en étais sûr. De Blizzard Entertainment, 1er juillet 2003. Lui, c'est bien parce que c'est à la fois un de mes jeux solo préférés et un de mes jeux multijoueurs préférés. En effet, il y a de quoi faire, ouais. C'est pour ça que je l'ai mis en 1. Bon, sur le multijoueur, c'est sans doute l'un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps, où j'ai fait un peu de compétitif et tout, donc ça va, je maîtrise, je sais à peu près. Je savais de quoi on parlait parce que le jeu est encore joué et je pense que je suis plus du tout au niveau par rapport à comment ça a évolué. Donc c'est un jeu solo, c'est un jeu de Blizzard de RTS, donc de stratégie en temps réel, vu du dessus. Dans un univers fantastique qui est depuis surtout connu pour World of Warcraft, mais voilà, la base c'est le jeu de stratégie. Fallen Throne, c'est l'extension en fait de c'est quoi le titre du 1? Eh ben c'est. J'aurais dû l'écrire quelque part. Je vais aller vérifier, mais c'est pas, c'est Warcraft 3 hein, tout court, non? Non, il a un sous-titre. C'est. Okay. Je vais aller voir ça. Reign of Chaos.
Oui, d'accord. Side of Ouais, Chaos. ouais, bien joué. Ouais. Et donc c'est la suite. Moi je vais vous parler, pour le solo, je vous parle des deux, puisque l'histoire se suit complètement. C'est un jeu de stratégie où le scénario est fondamental. Tu prends plaisir à suivre les personnages. Il y a la faiblesse qu'on retrouve dans, pour moi, tous les jeux vidéo à peu près. C'est que tu peux pas transmettre la même gravité par des personnages en pixels que dans un livre ou dans un film. Tu vois, l'émotion, elle passe pas aussi bien, je trouve. Même si elle peut y avoir de l'émotion et ça peut transmettre des choses. Hein. Moi, à la fin des Déponia, à chaque fois, j'ai envie de pleurer. Donc, voilà, mais c'est plus la situation que l'interprétation. Ouais. Tu vois, et dans Déponia, ça marche parce qu'en plus, les personnages sont... Enfin, c'est du dessin animé, donc je me projette plus facilement dedans que dans des personnages dans les cinématiques de Warcraft qui sont de toute beauté. Hein. Franchement, si le seul truc à sauver du film Warcraft, c'est les images de synthèse, dans les jeux, l'avantage c'est que le scénario avance pendant que tu joues, donc c'est cool, et les cinématiques sont excellentes, mais elles sont pas centrales non plus, quoi. Tu vois, contrairement au film où t'es obligé de suivre des trucs dont tu te fous complètement avec des... Enfin voilà, quoi. On prend toute la critique du film. Et ouais, tout ça fait que tu t'impliques un peu dans l'histoire, l'univers, auprès des personnages aussi qui vivent certains dilemmes. Mais il y a toujours un côté un peu nanardesque, un arrière-goût nanardesque en fait, du fait que c'est un jeu vidéo pour moi. Parce que les doublages sont pas toujours au taquet, l'écriture est pas toujours excellente, mais il faut aussi voir dans quelles conditions sont développés ces jeux vidéo. Hein, donc, et quand vous savez ça en tête, forcément, tu comprends aussi pourquoi l'écriture globale des jeux vidéo est pas aussi bonne qu'au cinéma, par exemple. Je parle même pas de la littérature. Voilà, c'est que dire d'autre. C'est le jeu moins d'un mois après sa sortie qui s'est le plus vendu le plus vite. Avant c'était Diablo 2 qui avait le palmarès, ensuite ça a été War 3. Ça devient le jeu le plus rapidement vendu à son époque, tout simplement. Ouais. À la base, ça devait être un jeu tactique où le joueur ne contrôlait que des héros. Et c'est pour ça qu'en fait, comparé à StarCraft, on contrôle beaucoup moins d'unités dans Warcraft 3. D'accord. C'est que ça se veut beaucoup plus tactique que stratégique pour le coup. Même si StarCraft c'est aussi plus tactique que stratégique, mais là encore plus. Puisqu'en fait, à chaque partie, vous allez contrôler des héros qui vont débloquer les compétences au fur et à mesure des ennemis tués, de l'XP engrangé, qui va vous permettre de changer un peu de stratégie, notamment multijoueur. Ça a beaucoup d'importance, le choix du héros et de ce qu'on appelle son BO, le build order, la manière dont vous allez prendre ses compétences. Ça peut vraiment modifier en profondeur votre stratégie et la manière dont vous allez créer votre base, quelles unités vous allez développer en corrélation avec ses compétences, etc. Donc c'est un jeu qui est extrêmement riche, qui regroupe tout ce que j'aime, quoi. C'est que il y a une histoire qui est pour le médium plutôt bien menée, plutôt bien mise en scène, un gameplay aux petits oignons, c'est-à-dire que tu peux pas t'en prendre au jeu quand tu perds. En fait, tu peux, c'est juste toi qui dois devenir meilleur. Ouais. Et le jeu te donne les moyens de devenir meilleur. Tu vois, c'est pas juste vas-y, il faut que tu fasses mieux et démerde-toi. À force d'entraînement, on devient bon. Et en plus du solo, le multijoueur, et voilà, c'est encore joué en compétitif aujourd'hui, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire exactement, beaucoup plus, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont amateurs de League of Legends, faut savoir que le mode Dota, qui est à la base de tous les Dota-like, on va dire, provient de Warcraft 3, et c'est le Dota auquel j'ai le plus joué. Et j'ai jamais retrouvé le même goût dans tous les autres Dota qui ont été développés par la suite. Ouais, j'imagine. Et un très beau top 1, hein. C'est cool. Un jeu mythique. Non, mais un jeu, voilà, c'est du classique. Hein. D'ailleurs, le War 3 Reforge, je pense que je le prendrai. Et pour ma part, ça vaut pas forcément le coup. Hein. Je sais pas encore, apparemment. Si t'as jamais joué à Warcraft 3, t'as jamais joué à Warcraft 3, prends celui-là, mais le Reforge n'a pas d'intérêt en soi, quoi. D'accord. Mais c'est noté. Et pour ma part, on va dans un style totalement différent, hein. Parce que moi je vais vous parler de Final Fantasy VII, que je classe en premier. Ça a été extrêmement compliqué avec Dark Souls, parce que c'est deux jeux que j'ai squatté énormément, mais je pense que l'émotion a pris le dessus au bout d'un moment. En fait, t'as choisi que les jeux que je peux pas supporter, quoi. Et voilà, et c'est ça qui fait la beauté de ce top. Donc voilà, Final Fantasy VII, sorti en 97 sur PS1.
est développé par Square Enix, Square à l'époque, et c'est le premier de la série qui est sorti sur PlayStation. Donc on incarne Cloud Strife, un ancien soldat qui intègre un groupe d'éco-terroristes qui vise à détruire des réacteurs de la compagnie Shinra, compagnie qui puise ses ressources naturelles dans la planète pour les exploiter. Donc ils vont s'attaquer à une multinationale en gros. Et c'est ce que j'aime dans le jeu. Voilà, c'est les messages qui font passer. Donc je vais conclure avec la BO, c'est juste la meilleure, voilà je le dis, ça c'est fait, meilleure BO de jeux vidéo du monde, et ça, personne n'a le droit de contredire ça. Même si je sais que t'en penses pas moins. Mais les musiques sont cool. Les musiques sont voilà, et puis pour la petite anecdote, c'est une musique de Final que ma fille a écoutée quand elle est venue au monde. Une des premières chansons qu'elle a écoutées, c'est une chanson de Final 7. Ouais. Franchement, c'est j'ai pleuré comme une madeleine. Mais voilà, donc hormis la BO qui est vraiment fantastique, après on est dans un jeu qui c'est du tour par tour, hein. Donc je sais que ça rebute quand même pas mal de personnes. Que maintenant on est plus dans les jeux d'action assez nerveux. Là concrètement c'est carrément l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on tape, le monstre tape, on choisit, on balance son sort, et voilà. Donc bon, ça je peux comprendre. Après voilà, moi ce qui me touche vraiment c'est le monde dans lequel on évolue, parce qu'on est clairement dans une dystopie, parce que on est dans un monde qui est très militarisé, et où la multinationale a limite pris le pouvoir, hein, et prend limite les décisions à la place de l'État. Et on parle aussi des classes sociales qui sont mises à l'écart, qui vivent en dessous dans des taudis, tout ça. Il y a une touche aussi très steampunk, hein, un peu avant l'heure, parce que moi c'est vrai que à l'époque quand j'y jouais, je me disais pas tiens c'est steampunk, mais maintenant quand je revois le truc, je me dis tiens c'est steampunk, et je connaissais pas avant. Donc maintenant voilà. Donc après le scénario est vraiment digne d'un film, parce que ça se joue sur 3 CD, il y a énormément d'heures de jeu, l'histoire est très longue avec beaucoup de rebondissements, les lieux c'est pareil, les villages, dans le développement on sent que ça a été mis en avant, hein. C'est-à-dire que vraiment chaque lieu qu'on visite a sa particularité propre, chaque personnage est très travaillé. Par contre, le jeu, ce qu'on en disait tout à l'heure, est un peu dégueu, hein, maintenant avec le recul. C'est-à-dire que niveau graphisme, surtout les phases, donc les cinématiques sont vraiment très belles. Je pense que c'est un peu comme dans War 3, tu disais tout à l'heure que les cinématiques étaient magnifiques. Dans Final, les cinématiques sont magnifiques, mais par contre, c'est vrai que les phases de gameplay, on a des polygones, des persos très carrés, pas très beaux, hein, mais bon, ça donne un style très enfantin au truc. C'est pas dérangeant si tu veux, parce que donc du coup l'histoire prend le dessus, et il joue beaucoup sur les émotions, parce que il y a quand même une notion d'amitié qui se lie entre certains héros et tout ça. Et encore une fois là, dans ce jeu là, les possibilités sont infinies, c'est-à-dire que comme dans tout bon jeu de rôle, t'as des healers, t'as des attaquants, t'as des tanks, t'as des machins, et on peut créer ces groupes. Et voilà, après, c'est à nous de développer ce qu'on veut. Le système de matéria, bien sûr, ça c'est un classique de jeu, hein. Nous oblige à bien réfléchir à certains choix qu'on doit faire niveau stratégique aussi. Et Final, c'est un peu tout ça. Et là, c'est vraiment des trucs où c'est vraiment le genre de jeu où il faudrait un épisode complet pour vraiment parler des tenants et des aboutissements, parce que il y a vraiment un message écologique aussi derrière tout ça. Et quelque chose qui s'est peut-être avéré... Bon, après, on est en 97, on n'est pas si éloigné que ça de notre époque, mais ça mettait déjà le doigt sur quelque chose qui allait devenir de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Voilà, et ça, j'ai toujours trouvé que c'était un jeu un petit peu... le mot est peut-être un petit peu fort, mais visionnaire dans sa façon de voir des choses. Et voilà, non, c'est... mon top 1 sans regret aujourd'hui. Ouais, visionnaire dans le milieu du jeu vidéo, parce que ces questions-là, dans des univers fantastiques, etc., ça existait déjà, mais je pense que ça a permis à pas mal d'adolescents, etc., de se familiariser. De sensibiliser à ça. Ouais, c'est un médium qui parle peut-être à un plus grand nombre que certains vieux bouquins de SF, etc. C'est... De ce point de vue-là, c'était clairement novateur, mais ouais, c'est un peu ce que je dirais pour à peu près n'importe quel scénario de jeu vidéo, c'est qu'ils arrivent après des siècles de littérature
et de cinéma, donc ils sont toujours un peu à la traîne, quoi. Et même si je comprends ce que tu veux dire, hein, figure-toi que c'est peut-être un des jeux que que j'ai le plus vu dans ma vie, parce que j'ai beaucoup vu speedrunner avec le 6 aussi, Final Fantasy. Ouais. Suffisamment pour savoir que c'était pas pour moi. Ouais, j'imagine, ouais. Et c'est vrai que ça parle de pas mal de choses, tu peux avoir des séquences, il y a vraiment beaucoup d'émotions, la BO est assez incroyable, et surtout quand tu vois les limites techniques qu'il y avait quand même sur la PlayStation, quoi. C'est vrai que c'était fou, hein, de faire aussi bien au niveau musique. Mais voilà, époque. enfin, tu vois, moi j'étais encore assez jeune au moment où il est sorti, et si j'avais dû y jouer, c'était au milieu de mon adolescence, où j'avais accès à d'autres choses, en fait, et ça m'aurait paru assez fade, je pense. Ouais. Mais après, ça dépend de l'histoire de chacun, et sur quoi t'es tombé, dans quel ordre, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, là-dessus en premier, peut-être que ça m'aurait plus parlé, mais au moment où je suis tombé sur le jeu, qu'on en a parlé et tout, j'ai fait ouais, bon. Tu vois, j'avais déjà vu, entendu des choses qui me paraissaient plus. Qui m'ont plus marqué, en fait, hein, tout simplement. Mais clairement, enfin, ça fait partie de ces références, jeux qui sont. Ouais, c'est du chef-d'œuvre. Faut savoir ce que c'est, faut avoir quand même des connaissances sur le sujet, sinon tu peux difficilement débattre sur les qualités d'un JRPG, par exemple. Tu vois, si tu sais pas comment ça c'est foutu, comment tu fais après pour comparer, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Une grosse référence. Donc ouais, ça c'est clair. Ça m'étonne pas, en plus t'es tombé dedans et que bah ouais, j'avais 14 ans, ouais, donc c'est vrai que ça fout des claques, hein. Ouais. Bah c'est bien, en tout cas on aurait eu un top assez varié, hein. Ouais, bah ouais, ça de toute façon. C'était prévisible. Ouais, surtout pour le jeu vidéo, tu vois, autant il y a des médiums, ça m'étonne pas trop, tu vois, que certains classiques se retrouvent à peu près chez tout le monde. Autant le jeu vidéo, c'est quand même, vu que c'est très lié à la technologie, bah, tu vois, c'est pas comme un bouquin, tu vois, un bouquin c'est de l'encre sur du papier. Bon, maintenant sur de l'encre numérique sur du papier numérique, mais concrètement, c'est ça. L'évolution technologique, elle joue pas trop sur ta perception de l'ouvrage. Alors que le jeu vidéo, c'est tellement évolutif, et ce que tu vas percevoir dans par rapport à au graphisme, tu vois, on parlait de jeux moches par exemple. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui maintenant ce serait impossible de passer outre, tu vois. Ah bah ouais, moi le premier, hein. Et alors que les jeux sont toujours bien, c'est juste que bah voilà, il y a un truc qui bloque. Voilà, là où un ouvrage, bah il peut dater par l'écriture, etc. Mais même là, on peut être dans la licence artistique. Enfin, tu vois, c'est plus dur pour un jeu vidéo, je trouve, de vieillir. Mais l'exemple de Final Fantasy est excellent, puisqu'il il y a eu un remake, en fait. Hein, tout ouais, c'est ça, il y a peu de temps. Qui permet à une autre génération de jouer au jeu. Alors, pas comme il était fait à l'époque, tu vois, mais... Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant quand même comme idée de se dire, bah, c'est un jeu qui est tellement important finalement, est-ce qu'il faudrait pas qu'on le remette au bout du jour, ouais. Parce que les fondamentaux, ce dont tu parlais sur l'écologie, sur les liens entre les personnages, ça c'est resté. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'essentiel du jeu, au-delà de son gameplay, etc. Ah bah oui, clairement c'est ça. Hein. En tout cas pour moi c'est ça. Gameplay qui peut être un bloquant aussi, hein, du coup. Ah bah là oui, comme je le disais. Du bon tour par tour. Tu vois, les tours pas de tour, ça me fait pas trop peur, mais quand tu vois qu'il faut 200 heures de jeu pour finir un Final Fantasy... Ouais, non, c'est vrai que c'est très long. Tu vois. Moi, c'est déjà quand j'arrive sur 40-50 heures, enfin même si c'est plus le cas, c'était quand j'étais adolescent que je pouvais faire ça. Maintenant, tu me dis, un jeu, il dépasse 10 heures, c'est même pas la peine de commencer, quoi. Heureusement, il y a les indés qui font... Bon, bah c'était très intéressant, en tout cas. Ouais, maintenant, oui, sans ça, déjà que je joue plus, mais... les trucs qui me donnent envie de rejouer, c'est ça, quoi. C'est des petits jeux qui sont rapides, efficaces et qui tirent pas dans la longueur. Ce qui est pire qu'un livre un peu long, un jeu vidéo un peu long, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est gavant aussi. Bah, ouais. C'est pire, ça te demande beaucoup plus de temps. ouais, c'est sûr, ouais, carrément. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais ouais, je trouve ça, et globalement, c'est des jeux de notre adolescence, en fait. Hein. Quand tu regardes. Ah bah oui, là, c'est vrai que... À part pour certains. Moi, c'est des jeux de ma vieillesse, là. Ah ouais, tu parles de Dark Souls. Ouais, c'est encore plus ou moins mon adolescence, tu vois. Oui, c'est sûr, ouais. Carrément. J'y ai joué beaucoup plus tard, moi, parce qu'il est venu sur PC assez tard. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai commencé sur PS3. Non, c'était c'est... Bon, cool. Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, et notre épisode le plus long, du coup. Ouais, je pense.
je crois. Hein. Là, on va taper dans les 1h30, 1h40, un truc comme ça. Ouais. Donc, on espère que ça vous a plu, ce nouveau format, surtout. N'hésitez pas à faire des retours, parce que si il faut qu'on se lance dans d'autres et que ça vous plaît pas, on aimerait bien le savoir. Ce serait sympa. Ouais, ça serait con. Hein. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et Twitter. Hein. On veille toujours au grain. Et sur notre page Facebook aussi. YouTube, pardon. Tu vois, je suis un boomer, je confonds les deux. Ouais, et puis on se dit dans 2 semaines, a priori. À dans 2 semaines, et puis d'ici là, lisez bien et jouez bien. Du coup, si on a pu vous inspirer aussi pour 2-3 parties, ça peut être cool. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir vos retours là-dessus, nous dire votre propre top 10, ce serait pas mal aussi. Ouais, carrément. Et d'ici là, portez-vous bien.